confinement et pour l'occasion, on a décidé de débuter cette émission avec la team Reptiligne au grand complet. On est tous donc là. la team Reptiligne qui est composée de pas mal de monde, des gens qui sont présents et deux personnes qui sont pas là puisqu'elles travaillent à distance. Donc on a bien sûr Maître Dims que vous connaissez, mon fidèle compagnon de Herp World, mon de fidèle balade. Herpers. Donc ensuite on va commencer honneur aux dames par Laurine que vous connaissez bien, que vous avez vu pendant cette période de confinement dans les vidéos qu'on a fait. On a essayé de vous faire un maximum de vidéos. Donc Laurine qui est notre soigneuse, la responsable de tous les animaux La mère vivants des dragons. ici, la mère des reptiles. Et donc, pour s'occuper de tous ces animaux, nous avons maintenant Anthony qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Salut Anthony. Bonsoir. Alors Anthony est un peu timide. D'habitude, on l'appelle Tahiti Bob. Il est là, il saute partout. Voilà. Avec les varrois, tout Voilà. ça. Voilà, donc Anthony qui passe beaucoup de temps avec les animaux, c'est grâce à lui que vous avez des animaux en parfaite santé et surtout bien acclimatés puisque l'équipe ça fait notre duo de choc. Notre Et, binôme sur le vivant, ouais. Et donc nous avons ici Arnaud, voilà, qui lui s'occupe voilà, de la partie administrative puisque comme vous le savez, il y a une législation qui est très Complexe. on va dire complexe et lourde, on va dire sur les animaux exotiques, particulièrement particulièrement depuis ce nouvel arrêté avec l'IFAP et tout ça. Donc on avait vraiment besoin de quelqu'un pour gérer un peu toute cette partie-là avec nous. Donc Arnaud s'occupe de ça et vous l'avez aussi souvent au téléphone puisqu'il s'occupe aussi de l'accueil téléphonique quand nous ne pouvons pas le faire. Donc voilà, c'est toute l'équipe, on va dire, résidente et on n'oublie pas deux membres de l'équipe qui sont vraiment très actifs. Donc Jérôme de Renac qui est notre web, on va dire master, quoi, hein, voilà, le maître du web, et qui est assisté par Thibaut de Gross Family, voilà. On vous remercie tous les deux les gars. Merci Voilà, à vous faites un super boulot pour notre site qui justement a été pour vous bien salutaire pendant cette période de Covid où beaucoup d'entre vous étaient cloués à la maison, effectivement avec pas la possibilité d'aller dans des animaleries dans lesquelles vous alliez habituellement. Donc grâce à ça, on a pu vous servir. Donc je voulais faire un méga big up. J'espère que chez vous, vous pouvez applaudir toute la team Reptile. Et nous on applaudit. Ils ont méga bossé. Voilà, bravo à la team Reptile qui est venue tous les jours s'occuper des animaux et tous les jours s'occuper des clients parce que bon, on n'a pas fermé la boutique, hein, on avait des clients qui venaient en boutique, mais on avait pas mal de boulot sur le site. Donc avec Dim Strong ici présent, on voulait s'excuser pour tous ceux qui ont envoyé des messages. On a été extrêmement sollicités par message, par Messenger, par téléphone. Donc on a encore beaucoup de retard à rattraper sur nos mails. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu de réponse en temps et en heure. On va heure. rattraper ça, on va pas chômer. C'est vraiment pas parce qu'on était à la plage, c'est vraiment parce que voilà, on avait beaucoup plus de travail et qu'on était cette petite équipe familiale et on est là pour vous faire du travail artisanal. Donc voilà, c'est une entreprise à taille humaine comme on dit. Donc merci à vous, merci pour votre compréhension. Donc voilà, j'avais vraiment envie que ce soir vous puissiez voir ces héros du quotidien et les applaudir comme il se doit parce qu'ils ont vraiment été super pendant ces 3 mois. Et on continue d'ailleurs. Ouais, et donc je voulais vraiment remercier donc, tous les gens qui nous ont envoyé donc, des super messages, super sympas de soutien pour les vidéos. Donc on a essayé de vous faire tous les soirs pendant le Covid. Et on essaie de vous occuper, cher Herpers. Exactement, et apparemment vous avez vraiment apprécié puisque notre chaîne YouTube a vraiment énormément progressé grâce à vous puisqu'on a dépassé les 27 000 abonnés. Bravo. On peut applaudir encore. Merci à vous les Herpers. Merci à tous. Ouais, merci de nous suivre. Super sympa, merci de nous suivre. N'hésitez pas à... Voilà, on a eu des commentaires sympas et des gens qui nous disaient comment ça se fait que votre chaîne n'est pas plus connue que ça. Merci pour tout le partage et tout ça, ça fait vraiment super plaisir parce que effectivement on avait énormément de travail et on a tenu à vraiment mettre le boulet pour que vous ayez une vidéo par jour pendant toute cette période de confinement et Paris tenu, check. Maintenant on peut enfin se le checker, voilà, c'est parfait. Et donc merci à vous tous. On a aussi pendant ce confinement
continuer à vendre des animaux. Et malheureusement, comme notre transporteur France Express, qui est le seul transporteur en France agréé pour les animaux vivants. Il y a un process autour du transport du voilà, qui est aussi compliqué. Pourquoi je reste sur un pied? En fait, ça fait mal. Et j'ai une crampe. J'ai une crampe au pied. Et donc, on a tous décidé ensemble de vous livrer, finalement, comme on ne pouvait pas livrer les animaux par le biais de France Express, on s'est dit, bon, on va organiser. On va y aller nous. Voilà, le reptilien, voilà, qui sans lui, ça n'aurait pas été possible. Vraiment, il a fait un super boulot, il m'a fait tout le planning, il a contacté tout le monde, il a tout organisé. Moi, je n'ai fait que conduire finalement et vous rencontrer et vous serrer, enfin non, j'allais dire vous serrer la main, mais en fait non. En fait, vous saluez de loin. Vous saluez de loin, mais c'était super de vous rencontrer. Merci à tous pour votre accueil. Donc on remercie nos clients de la Côte d'Azur, très nombreux à nous suivre. Un super gros big up à Guillaume et Olivier. Amis monégasques aussi, voilà, amis niçois. Voilà, parce que Guillaume et Olivier qui nous ont accueillis, on a pu faire des vidéos aussi dans leurs installations. Notamment leur parc à tortues, et on vous fera une vidéo, enfin on va vous publier une vidéo qu'on a fait chez eux sur leur installation de var en arboricole, donc ça c'était super cool. On remercie aussi la région lyonnaise. Voilà, la région lyonnaise où on a fait pas mal de livraisons, enfin on a fait vraiment tout le tour de France. Et on remercie aussi grandement les Toulousains, voilà. Les Toulousains qui étaient très présents, on a fait un stop it à Toulouse. Voilà, exactement. On a rencontré tout le monde, c'était super cool. C'était vraiment cool. Je pas là, mais c'était cool pour Nicolas. Merci aussi, bah non mais il le suivait de loin quoi, c'était mon tour manager, il m'a pas lâché comme ça. Et puis merci aussi à toute la famille de Vincent Minars qui nous a fait un super accueil quand on est allé livrer les animaux, c'était super sympa de passer un moment ensemble. Donc voilà pour tous ceux avec qui... Merci au Bordelais, Vincent Veillon. Voilà, exactement. Merci à tous ceux qui nous ont attendus à des points de rendez-vous. Les Bretons qui ont fait un peu de route aussi. Parfois un peu longuement pour certains, parce qu'on avait du retard parfois. Mais enfin bref, tout s'est bien passé, vous avez eu vos animaux, on est bien contents. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble, donc c'était voilà. Cool. Et donc, une fois de plus, big up à Dim Strong. Merci, c'est gentil. Le tour manager de la mort. Donc voilà, peut-être qu'un jour on refera ça, si j'espère pas dans les conventions. Ah, pourquoi d'où tu fais cette tête parce qu'il faut aussi la dame de l'ombre était la copilote. Attendez, je vais vous la montrer aussi. Voilà, et c'était Doud qui a été ma copilote pendant tout ce truc et qui m'a filmé. Comme ça, vous allez pouvoir, on va vous faire une vidéo un petit peu, on va dire... on va vous compiler tout ça. Voilà, un peu comme un DVD de tournée, quoi. Parce que, on va vous faire un petit vlog sur YouTube. Ouais. Voilà, big up à mes potes de Loco Muerte. D'ailleurs, on va bientôt sortir une vidéo sur notre tournée en Espagne en 2017. Donc voilà, pour ceux qui aiment la musique. Pour ceux qui aiment le hardcore. Et qui aiment le hardcore. Espagnol et mexicain. Et donc voilà, et donc on va continuer l'émission, donc comme vous l'avez dit, avec Laurine qui va rester avec nous. On va saluer nos deux amis Anto et Arnaud qui ont été super cool de rester avec nous. Ouais, c'est vrai. Désolé. Le conseil à trancher. On est en train de faire. Allez, à demain matin. À demain. Voilà, salut les gars. Merci à eux. Voilà la sortie des artistes et on reste voilà avec Laurine qui va nous parler de Rhacodactylus. On va parler tous ensemble de Rhacodactylus et notamment de l'espèce Chawa et Auriculatus. Alors l'espèce Chawa, maintenant on va vous expliquer, c'est plus vraiment Rhacodactylus, mais bon, pour pas vous perdre, voilà. Donc on va aller à notre petite stand. J'en profite aussi. Moi je vais rester avec vous et comme d'habitude je vais regarder toutes les questions et tout ce qui se dit sur le direct. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on va essayer de réagir en même temps que la présentation des animaux. Exactement. Donc voilà, vous pouvez y aller. Et après, on répondra à toutes vos questions. Yeah! C'est parti. On y va? On y va. Allez, go! Ah, tu veux plus. Peu importe. Hey, yeah! Alors, comment est-ce? Bonsoir les amis, bonsoir, on est de retour avec Laurine, voilà. Sublime stand de Rhacodactylus. Ah, bienvenue sur notre stand de la Nouvelle-Calédonie. Donc oui, alors il faut savoir que le genre Rhacodactylus a été divisé en plusieurs genres, mais à la base, toutes les espèces faisaient partie de ce genre Rhacodactylus. Donc ils viennent tous de... Ah, mais bravo. Je suis C'est une super assistante.
en plus. C'est vrai. Hein. C'est notre flag girl. Voilà, et en fait, regardez, la Nouvelle-Calédonie, donc c'est un territoire français, mais qui est vraiment... Alors la France c'est ici, hein, donc... attends, excuse-moi, je te mets un doigt dans le nez, Laurie. La France c'est ici, la Nouvelle-Calédonie c'est strictement à l'opposé du globe. Hein. Là, en fait... alors, je rappelle pour tous les platistes que la Terre est ronde. Désolé. Donc la Terre est ronde, mais en fait, des fois, on peut la mettre à plat pour mieux comprendre où sont les pays, quoi. En fait, ça s'appelle le planisphère. C'est marqué là. Et, donc, en fait, donc ici, nous avons plusieurs îles qui composent la Nouvelle-Calédonie. Ah mince, j'ai effacé le rond. Donc, rappelez-vous, vous ne voyez plus la Nouvelle-Calédonie. C'était là, tu vois, au-dessus du truc bleu. On l'a effacé. Donc, voilà. Et donc, est composé de plusieurs îles. Et ces différentes espèces vivent sur ces îles. Donc, je vais prendre mon petit tableau et on va commencer par le gecko. Quoi? Donc, excusez-moi, cher Harper, je pourrais pas répondre tout de suite parce que j'ai bloqué l'iPad. Et on va revenir. Je vais prendre 5 minutes de pause, je reviens. Alors, on a un petit problème technique, mais ça ne pose pas de problème puisque, parallèlement à ça, on va pouvoir continuer à vous expliquer plein de choses sur ces geckos de Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, on va vous présenter deux espèces, comme je vous l'ai dit. Donc anciennement Rhacodactylus shawa, qui est aujourd'hui Miarogekko shawa. Donc ça, c'est le nouveau nom de genre. Il a été décrit pour la première fois par Bavay en 1869. Et on va vous parler aussi du gecko gargouille. Donc lui, c'est le gecko mousse à queue préhensile. Donc en français, ça fait toujours très long les noms. Le Mossy Gecko. Et on va vous présenter le gecko gargouille. Donc le gecko gargouille qui s'appelle donc Rhacodactylus auriculatus, qui a aussi été décrit par Bavay en 1869. Donc ça fait très longtemps qu'on a décrit ces deux espèces. Donc je vous dis, plus récemment, c'était il y a à peu près combien, 4 ans, 3 ans? Le changement de genre. Désolé, j'ai pas suivi. Explique-moi. Le changement de genre, c'était... Ah oui, c'est plutôt récent. Hein. C'était il y a 3-4 ans, en fait. Voilà, donc c'est Miarogekko shawa. C'est le seul qui a Miarogekko. Voilà, et c'est la seule espèce de ce genre, Miarogekko, aujourd'hui. Anciennement Rhacodactylus. Voilà, on a bien insisté sur le truc, j'espère que vous avez bien compris. Parce que des fois, c'est vrai que la taxonomie, c'est pas toujours facile à vivre et à suivre pour vous. Puisque déjà il faut l'apprendre et ensuite ça change, donc il faut la réapprendre. Donc il faut suivre. Et ça change malheureusement assez souvent et heureusement quelque part, puisque bon, c'est vrai que les choses évoluent, on a de plus en plus de connaissances. Donc en fait, si on commence par shawa, c'est une espèce qui est vraiment très intéressante et qui se distingue des autres. Pourquoi? Déjà, c'est la 3e plus grosse espèce de gecko de Nouvelle-Calédonie, hein, avec une taille de 15 cm du nez au cloaque, et avec la queue, ça fait jusqu'à 25 cm et plus. Donc à savoir que la queue est préhensile, c'est-à-dire qu'en fait, comme un singe, elle va leur servir à s'accrocher dans les branches et c'est celui qui a la queue la plus préhensile de tout le groupe. Ils ont plus ou moins tous des queues un petit peu préhensiles, mais lui, il arrive carrément à l'enrouler. Donc de ce fait, par observation, et là c'est des observations qui ont été faites par Alan Repashy, qui en a eu pas mal, plusieurs centaines, pendant une bonne dizaine d'années, il n'y a jamais eu d'autotomie observée chez cette espèce en captivité, très rarement. Donc ils peuvent en faire, donc une autotomie, ça veut dire qu'il va lâcher sa queue quand il se sent menacé, ou si on l'attrape par la queue, il peut lâcher sa queue. Mais comme celui-ci l'utilise vraiment beaucoup parce qu'elle est préhensile, il va éviter au maximum de la lâcher. Donc Philippe de Vaujoli, qui avait écrit un très bon bouquin avec Alan Repashy sur tout le genre Rhacodactylus, puisqu'à l'époque c'était tout Rhacodactylus, avait mentionné le fait qu'ils avaient trouvé des spécimens dans la nature qui avaient des queues de repousse, qui en général ne sont pas aussi longues que les queues d'origine. Oui. Voilà. Mais en captivité, ça n'a jamais été observé. Toi qui en as élevé. Moi, j'en ai jamais observé. Voilà. Et donc, vous allez voir que c'est plein de particularités comme ça. Ensuite, c'est un des geckos de Nouvelle-Calédonie qui a la plus grande longévité, puisque ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Sans problème, mais il y a des records de mentionner jusqu'à 30 ans. Pour les mâles surtout. Voilà, pour les mâles, comme souvent. Donc une longévité importante. Donc au niveau de la Nouvelle-Calédonie, on les trouve surtout sur l'île de Grande-Terre, qui est une des plus grandes îles, et sur l'île des Pins. Donc la particularité aussi par rapport aux autres Rhacodactylus que vous connaissez, comme le Ciliatus ou le Auriculatus, c'est qu'il va faire que 3 pontes par an
au lieu de 2 œufs, ça pond toujours 2 œufs en même temps, parfois 1, mais la plupart du temps toujours 2. En fait, quand Auriculatus ou Ciliatus peuvent pondre entre 4 et 5 pontes à 60 jours d'intervalle, eux vont pondre que 3. L'autre particularité chez l'espèce Chawa, c'est qu'ils n'enterrent pas leurs œufs. En fait, la plupart des Rhacodactylus, des geckos à crête ou geckos gargouilles, je vais arrêter de dire Rhacodactylus parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais c'est pas Rhacodactylus. Il y en a qui sont hyper. J'en profite aussi pour dire à tous nos amis qui sont en direct que oui, on va vous les montrer. Il faut juste être un tout petit peu patient, on arrive. Ouais, ça va. Ouais. Je sais que la théorie c'est un peu chiant avec la pratique. Alors, est-ce que tu peux nous montrer pendant que j'explique un Chawa comme ça, personne n'écoutera ce que je dis. Bien sûr. Alors, on a la chance d'avoir 2 spécimens, un juvénile et un adulte. Un jeune mâle adulte. Alors, vous allez voir pourquoi on l'appelle gecko mousse. Parce qu'il a la couleur à de la mousse. De la mousse, du lichen. Voilà. Donc, magnifique. Il y a des variantes, il y en a qui sont beaucoup plus rouges et d'autres qui vont être quasiment blancs et marrons. Et là, c'est un spécimen qui a 2 ans, à peu près. C'est un mâle. Du coup, on voit bien que c'est un mâle. Et on voit bien que c'est quand même une espèce qui est très élancée, plus élancée que les autres. Beaucoup plus arboricole. Voilà. Et vous allez voir, là, on va vous mettre en perspective. Voilà, qui est capable vraiment, comme un singe, de s'enrouler. Et c'est le seul du genre de tous les geckos de Nouvelle-Calédonie qui peut faire ça avec sa queue. C'est vraiment celui qui a le plus de prédisposition au niveau du côté préhensile de la queue. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas la perdre. Donc comme tous les geckos de Nouvelle-Calédonie, ils sautent plutôt bien. Donc là, on est sur un vrai arboricole. Et le gecko gargouille qu'on va vous présenter, vous allez voir, a une morphologie totalement différente. Et lui, il est plus semi-arboricole, il vit plus dans des buissons. Alors, je vais vous en montrer un pour comparer. Je vais lâcher mon truc parce que ça ne vous intéresse pas finalement, mon tableau. J'ai mis des heures à le confectionner et voilà. Vous voulez voir des animaux. Bon, la différence. c'est bien légitime. Alors là, voilà. Donc là, on va voir 2 morphologies différentes. Alors celui-ci est un gecko gargouille. Plus trapu. Pourquoi on l'appelle gecko gargouille Rhacodactylus auriculatus? Vous voyez ici, derrière son crâne, il y a des petites protubérances osseuses. Parce que auriculatus, ça veut dire oreille. Et en fait, vous inquiétez pas, ils sont solides, ils sont faits pour sauter et pour tomber. Donc, arrête. Mais calme-toi. Elle est encore jeune et fougueuse. Elle est encore jeune et fougueuse. Et vous voyez ces protubérances qu'il y a derrière la tête? C'est pour ça qu'on leur a donné le nom de auriculatus. Ça vient de oreille. Alors, c'est pas du tout des oreilles, puisque là, leurs oreilles, entre guillemets, leurs trous pour l'audition sont juste derrière, ici. On ne les voit pas avec les taches. Mais en fait, l'autre nom commun qu'ils vont avoir, c'est Gorgle Gecko ou Gecko Gargouille. Donc par rapport à cette tête de gargouille avec ses protubérances, donc ils sont assez magnifiques. Et donc vous voyez, la morphologie est complètement différente. Hop, oula. Donc là en plus, donc une queue qui est beaucoup moins longue. Il est quand même à 3. Voilà, ils font des autotomies, mais par contre ça repousse. Chez le gecko à crête, donc le gecko le plus connu de Nouvelle-Calédonie, ça ne repousse pas. Quand ils perdent leur queue, après ils sont face back, en coupé. Ça fait une petite grenouille. Voilà, et donc là, la queue va repousser. Au bout de la queue, on a un petit tampon antidérapant qui leur sert aussi à grimper. Qu'on appelle le feutre. Le feu, c'est vrai, on l'appelle le feu. Et on notera que c'est bien ça, bravo Dimitri Fort. Les pattes sont totalement différentes. Voilà, et elles sont beaucoup plus griffues parce qu'on est sur un animal qui vit plus dans des buissons et qui descend beaucoup plus au sol, alors que là on est plus sur des... Et là on voit c'est beaucoup plus large. Voilà, beaucoup plus large. On regardez si on fait un gros plan sur les doigts, on voit bien que ceux de Laurine sont plus sympas que les miens. Alors effectivement, moi j'en profite pour répondre à Olivier. Déjà on me dit bonjour Olivier. Salut Olivier. Donc oui, ça repousse mais plus petit. Voilà, c'est la même couleur. Sur le chawa. Ouais, sur le chawa. Alors sur l'auriculatus ça repousse aussi, mais en général quasiment de la même taille. Quasiment, c'est des fois un petit peu plus large. Un petit peu plus large. Et avec des fois pas une de la même couleur. Exactement, voilà. Il y a des variantes. Il y a un problème, Laurine? Non, mais c'est bien, c'est que s'il perd sa queue, bah, vous pouvez avoir Posez vos questions chez Harpers. Après. Donc, les autres différences
Comme je vous l'ai dit, cette espèce-là, la grosse différence, c'est qu'elle n'enterre pas ses œufs. C'est-à-dire qu'elle va pondre ses œufs au pied des plantes, alors que les autres espèces vont les enterrer. Et c'est le cas aussi chez Rhacodactylus licanus, le plus grand gecko du monde, qui vit aussi sur la Nouvelle-Calédonie. Pardon. Lui aussi n'enterre pas ses œufs, il va les poser près des plantes et les protéger. Voilà, ça c'est un truc aussi qui est délirant chez ce gecko-là, c'est que les parents protègent les œufs pendant au moins 24-48 heures, peut-être plus, mais on n'en sait rien parce que c'est pas très étudié, et ils vont pousser des cris. Tous les geckos de Nouvelle-Calédonie vocalisent, que ce soit un gecko gargouille, un gecko à crête ou un chawa. Donc un gecko mousse. Après j'ajouterais qu'en captivité, vous pouvez quand même mettre un pondoir avec de la terre comme les autres espèces, et elle pondra juste dessus, en fait, sur la terre humide, donc comme ça ils resteront légèrement. Donc ça c'est exactement, et ça c'est une grosse différence. L'autre grosse différence, c'est que tous les geckos de Nouvelle-Calédonie pondent des œufs qui sont comme des œufs de reptiles, assez souples, un peu comme du cuir un petit peu été, alors que le gecko mousse va avoir des œufs beaucoup plus calcifiés, et beaucoup plus gros et plus durs. Donc en général, en captivité, c'est l'espèce où il y a malheureusement le plus de mortalité dans l'œuf, parce que des fois la coquille de l'œuf est un peu trop épaisse, ils n'arrivent pas à percer. Au niveau des durées d'incubation, là, voilà, elles sont plus élevées, on peut aller jusqu'à 90 jours, et certains éleveurs allemands incisent à 90 jours, et avec des incisions, on peut avoir des animaux qui sortent tout à fait bien de leur œuf. Et moi les chawas, je les ai incisés à chaque fois. Voilà. Laurine prenait le parti de les inciser à chaque fois à une durée d'incubation. Après, l'autre différence entre ces deux espèces, au-delà de la structure de l'œuf, c'est aussi que la température va déterminer le sexe des bébés chez Auriculatus. Ça a été prouvé par Philippe de Vosjoli et Alan Repashy, alors que ce n'est pas le cas chez Chawa. En fait, vous le savez peut-être ou peut-être pas, chez les reptiles, il y a deux modes. Il y a certains œufs qui ne sont pas, où le sexe des bébés est déterminé de manière génétique. Donc en fait, la ponte va éclore et génétiquement, ça va être déterminé par la génétique, le nombre de mâles et de femelles. Alors que chez d'autres reptiles, comme par exemple ces geckos, et les geckos léopards par exemple aussi, qui sont beaucoup mieux connus, la température d'incubation va déterminer le sexe des animaux à la naissance. Donc si on a des températures qui sont basses, on va avoir une incubation plus longue et une plus grande proportion de femelles. Et si on a des températures qui sont plutôt hautes, on va avoir une incubation plus courte et un nombre plus élevé de mâles. Donc ce n'est pas le cas chez le chawa. En fait, c'est comme chez les serpents, c'est déterminé génétiquement. Qu'on incube chaud ou froid, la durée d'incubation va changer, mais pas le sexe ratio. Et c'est vrai que malheureusement, on trouve beaucoup plus de mâles que de femelles. Voilà, alors c'est très intéressant parce que en fonction, on a tous élevé ici pas mal de différentes espèces de Rhacodactylus, enfin de geckos, on va dire, de Nouvelle-Calédonie. Donc des Ciliatus, moi j'ai élevé beaucoup avec Laurine au début où elle est arrivée ici, on a élevé beaucoup d'Auriculatus. Toi tu en as élevé aussi et tu as élevé des chawas. Et en fait, en parlant avec d'autres éleveurs comme Alan Repashy, comme Philippe de Vosjoli, on se rend compte que selon les espèces, on va avoir en captivité une présence de mâles ou de femelles plus importante. Oui. Donc c'est vrai que chez le gecko gargouille par exemple, on trouve beaucoup plus de femelles. Même en jouant sur la température d'incubation et tout ça, on a toujours du mal à avoir des mâles. Donc les mâles sont plus durs à trouver. Alors que chez les chawas, par exemple, c'est totalement l'inverse. On a beaucoup plus de difficultés à trouver des femelles. Et chez les Ciliatus, c'est pareil, il y a souvent quand même beaucoup plus de mâles. Alors que la température est déterminée par le sexe, le sexe est déterminé par la température apparemment. Donc, oui. On avait une question de Brian Salandre. Salut Brian. Salut Brian. Qui disait qu'en fait, il nous dit qu'il a une femelle chawa qui a pondu des œufs le 23 mars et il commence à s'inquiéter parce qu'il n'a toujours pas de bébé. J'en profite aussi pour rebondir sur la question de Marsupilami. Salut Marsu, fidèle de l'émission. Tu rebondis sur ta queue alors pour la question de Marsupilami. Si c'est ça le bruit. Quel est le temps de gestation et le temps d'incubation pour ces espèces? Donc du coup comme ça répond un peu à Brian aussi.
quel est le temps de... Et on vous remercie. Le temps de gestation et d'incubation du coup des œufs. Eh ben, en fait, le temps d'incubation, on l'a dit, donc en fait, il peut aller de 70 à 95 jours chez les Chawa. 90 quoi. Voilà, mais c'est à 90. Donc Faut être patient. pour Brian, par exemple, si ça a pondu, quand est-ce qu'il avait pondu? 23 mars. Le 23 mars, avril, mai, juin. Ouais, bah, c'est encore bon. Sois patient, Brian. Sois patient. Alors, ce qui est dit aussi, c'est que comme la calcification des œufs de Chawa est bien plus importante que sur les œufs d'Auriculatus, on a parfois du mal à voir si l'œuf est viable. On a l'impression que l'œuf est bon, mais en fait à l'intérieur c'est pas terrible. Le jeune a pu se déshydrater. Voilà, il peut y avoir des problématiques d'incubation. Mais en tout cas, Brian, on te souhaite bonne chance et c'est pas mort. Après, tu peux décider vers 95 jours de les inciser et puis de voir. Enfin, d'en inciser un seul. Hein, fais pas le con, n'incise pas tout. Incise-en. Garde-en quelques-uns. Non, mais je te parle par expérience parce que si tu veux, dans le reptile, on fait beaucoup de conneries. Et c'est pour ça qu'on fait toutes ces vidéos. Voilà. Quand même délicat, hein. Donc nous, notre boulot, en fait, c'est de vous éviter de faire les mêmes conneries que nous, on a fait. Voilà, on a fait beaucoup de bêtises comme tous les gens. Pour savoir si c'est une bêtise ou pas, on avait Marcy aussi qui posait cette question-là et on avait Psycho VW Stance. Donc salut à toi Psycho. Merci d'avoir choisi un nom bien évident pour Dean Strong. Continuez à prendre des pseudos bien hardcore. Ouais, J'aime bien le voir galérer à le lire. En fait, Spyco, il nous posait la question, peut-on mélanger du coup ces espèces-là ou avec du Rhacodactylus Alors, Corelophus, excusez-moi, Ciliatus, faire des grands bacs. Alors Marcy, lui, c'était plus pour des grands bacs communautaires, je pense, la question. Moi, je pense que, en fait, au niveau de l'élevage pur, des conditions d'élevage, c'est les mêmes. C'est les mêmes types de température, c'est la même nourriture, etc. Bien que certains soient un peu plus insectivores que d'autres. Après, ce qu'il faut savoir, bon, ils vivent pas dans la même partie de la forêt. Donc du coup, la forêt est très grande. Donc, et en plus, ils vivent pas dans les mêmes parties de la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Donc en fait, ils se fréquentent pas. Est-ce qu'ils vivent à la même hauteur? Non, pas du tout. Parce que ça, par exemple, les Auriculatus vivent plutôt dans des buissons, donc près du sol, alors que ceux-là vivent à plusieurs mètres de hauteur dans les arbres. Donc en fait, ils ne se fréquentent pas. Donc comme un terrarium, quoi qu'il arrive, sera petit, comparativement à ce qui peut se passer dans la nature, on va plutôt les mettre par espèce. Franchement, on le recommande. Et en plus de ça, il faut savoir que chez les Auriculatus, par exemple, c'est une espèce qui n'est pas sociable. Autant les Ciliatus sont plus ou moins sociables, mais les Auriculatus ne le sont pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne dorment jamais ensemble, ils n'aiment pas se voir. Très souvent, ils peuvent se chamailler un petit peu. Et même entre femelles. Souvent, on dit oui, il ne faut pas mettre deux mâles ensemble parce qu'ils se battent, c'est vrai. Mais chez les Auriculatus, les femelles aussi peuvent avoir des actions de domination. C'est-à-dire qu'il y a eu des observations de fait où une femelle venait pincer le cou d'une autre femelle pour la dominer. Et c'est souvent là que vous entendez des cris, des vocalises. Hein. Ça peut être une occasion d'entendre leurs vocalises. Et là, il faut s'alarmer quand vous entendez du bruit dans votre terrarium. Je te coupe, on a Geoffrey du Terme, si je ne me trompe pas, c'est exactement ça, qui voulait entendre le bruit de Laurine. C'est justement l'imitation, ce qui a fait beaucoup réagir nos herpers. Ah ouais, bon, sur bah le direct. Laurine, Geoffrey voulait savoir si tu imitais aussi l'auriculatus ou c'est le plus Chawa. compliqué. Voilà, non mais mec, attends, c'est des années de travail, tu vois, elle peut pas, mais bon, si Laurine, tu veux en fait, essayer, tous les soirs, elle prend 1 heure pour s'exercer. Voilà. Donc il fait du temps. Et ça fait 10 ans qu'elle le fait. Voilà, et sauf que c'est vrai qu'elle a été un petit peu trop mono-espèce, quoi, sur son entraînement de chant. En fait, moi, je lui ai toujours dit, elle a pas assez d'influence dans le reptile. Ouais, voilà, dans sa musique, tu vois, reptilienne. En fait, il faut se nourrir de plein d'influences, tu vois. Bientôt, elle va vous faire le mal tortue d'Arman. Ah, ça, je sais faire. Ça, elle sait le faire. Ça, elle sait faire. Donc, tu veux tester? Tu veux y aller? Alors, Tu veux faire quelque Les chose? gens demandent, hein, les gens demandent. Les Il y gens a des demandent. Laurine. Ah bon, bah voilà. Alors le Laurine, Auriculatus, c'est trop compliqué. Vas-y, ah non, vas-y, allez. On vous fera un best-of de tous les cris de Laurine. Bon, alors. Et la tortue, par contre, c'est. Pas mal. Donc en fait, voilà, on vous fera un best-of de tous les cris de lézards. Effectivement, Premier, les il prêts m'a dans fait un l'oreille. par Laurine. Et donc là, on va continuer à montrer ces animaux. Donc en parlant des différences
au niveau, donc j'expliquais du comportement social. On a un peu perdu le fil, excuse-moi. Voilà, non, il n'y a pas de problème, on est là pour s'éclater aussi. Moi j'adore entendre Laurine chanter en auriculatus. Et quand elle arrive le matin... Et tous nos mal auriculatus, ils sont tous à fond dans les Ouais, bains. voilà, ouais, ça les stimule. Et donc, en fait, ils peuvent, quand ils essayent de dominer un autre, attraper la queue, et c'est là où vraiment il peut y avoir des autotomies et tout ça. Donc, quand vous faites des caches communes avec ce genre de gecko, ce qui est vachement important, ça c'est un conseil prodigué par de grands éleveurs et qu'on a pu constater, nous, dans notre élevage, c'est qu'il faut mettre des barrières visuelles. Donc plus vous allez mettre des plantes ou ça peut être des troncs ou quoi que ce soit. Nous à l'époque on mettait aussi des boîtes à œufs. Je sais que voilà, ça fait pas très dans l'air du temps bio, climatique, etc. Mais ça marche très bien. Ça marche super bien parce qu'en fait les reptiles ils s'en foutent un peu, hein, que ça soit une boîte à œufs ou un tronc en liège. Pour eux, tant qu'ils peuvent se planquer, ils sont contents. Donc en fait, voilà, vous mettez plein de barrières visuelles, des plantes, des choses comme ça, qu'elles soient en plastique ou réelles ou naturelles, pardon. Et donc, du coup, ça va leur permettre de se cacher, de fuir le regard de l'autre et de se sentir du coup en sécurité. Donc ça, c'est vraiment une astuce importante. Et après, on va trouver un groupe qui va fonctionner. Et l'équilibre peut aussi se rompre à un moment. Ça peut aller. Ouais. Ça peut marcher dans un moment. Après, même un couple. Hein. Voilà, même dans un couple. Donc, à vous de toujours surveiller vos lézards, regarder s'ils n'ont pas des blessures, des choses comme ça. Mais par contre, les auriculatus... Nous, ça marchait très bien. On était sur des groupes de 4 femelles avec un mâle qu'on faisait tourner. Et on avait beaucoup de... Non, parce que nos herpers rigolent de l'ambiance de la soirée. Ah ouais. Entre des queues préhensibles de 25 mètres. Pas de 25 mètres. De 25 mètres. Non, mais vous êtes fous, les gars. On n'est pas dans du... Non, c'est à cause de Vince Beach. On n'est pas... De 25 cm. Excusez-moi, j'étais un peu prétentieux. Excusez-moi, on n'était pas à Bamako. Donc, avec Le seul magasin Tim Strong. C'est vrai que c'est son nom d'artiste pour film pour adultes. Mais exactement. Voilà. Strong ne veut pas dire non plus 25 mètres. Quoi. Non. Et donc voilà. Donc en fait, c'est des lézards qui peuvent cohabiter. Il faut bien faire l'habillage du terrarium et surveiller ce qui se passe dans le groupe. Mais ça marche très bien. Après, la reproduction se met en place et une femelle peut faire facilement 5 pontes sans problème. Donc voilà. Au niveau de... Combien de temps entre les pontes 60 jours en général. Oui. Plus ou moins. Après, encore une fois, les chamois sont beaucoup moins prolifiques que les auriculatus. Exactement. Hein. 60 jours, 60 jours ça marche pour les chamois aussi, mais par contre ils ne font que 3. Non, désolé, je rigole avec nos amis herpers. D'accord. Et j'ajouterais juste par rapport Merci, à la reproduction que c'est quand même bien si vous avez une femelle de penser quand même à la reproduire pour éviter les stases folliculaires. Explique justement, Laurine, qui peut éventuellement se passer si... Voilà, alors on va vous expliquer ce que c'est qu'une stase folliculaire. Donc en gros, la femelle va créer des grappes de follicules. Voilà, de follicules, de jaune d'œuf. Et elle va pas réussir à les éliminer si elle n'est pas mise en accouplement. Et du coup, ça va au final faire une grosse grappe qui va pas réussir à s'éliminer et qui va pourrir. En fait, qui va rester en stase dans l'abdomen et qui va effectivement pourrir. Donc l'animal peut mourir si elle n'est pas opérée. Voilà, c'est ça. Et en gros, elle va grossir. Au bout d'un moment, elle n'aura même plus la place de manger. Elle s'alimentera plus. Et là, vous êtes obligé d'aller faire stériliser votre animal. On a eu le cas sur un animal il n'y a pas longtemps, c'était devenu vraiment énorme. Donc c'est d'ailleurs arrivé malheureusement à une femelle qu'on avait ici et vu qu'elle était destinée à être vendue dans la boutique, on ne l'a pas mis avec un mâle. Et elle a fait ce processus de stase folliculaire. Donc on l'a fait opérer par notre super veto Lionel Schilliger et Clément Payusso du cabinet de la clinique de la Porte d'Auteuil, voilà, qui sont vraiment super forts et qui nous l'ont sauvée. Donc aujourd'hui, elle est, on va dire, stérilisée, donc elle ne pourra plus se reproduire, mais elle vit très bien. Donc d'ailleurs, on proposait de la vendre pour, en tant que gecko de compagnie, à beaucoup moins cher, donc on l'a mis à moins 50%. Alors, pour ceux que ça intéresse. En parlant de prix, justement, on avait pas mal de herpers qui posaient la question, on avait une question sur les tarifs, et je pense que ça peut être pas mal pour les autres herpers. D'accord. Alors bon, en termes de tarifs, c'est pas ce qui est le plus intéressant sur le thème, mais on va dire qu'aujourd'hui les auriculatus sont, on va dire, les juvéniles, voilà, du tout petit, on va vous en montrer. 249 €.
Et après, on peut aller, selon aussi le pattern en fait, du gecko, ça va. Là, il y a un bébé. Donc là, par exemple, on a un bébé à 149 € disponible. Alors lui, c'est rigolo parce que la journée, il est blanc. Alors là, oui, il faut savoir, vous le savez, que les geckos de Nouvelle-Calédonie changent énormément de couleurs en fonction de la luminosité, de si c'est le jour et la nuit. Et vous savez très bien que ces animaux-là, enfin je pense que vous le savez, sont crépusculaires et nocturnes, hein, bien sûr, hein, ils vivent pas la journée, bien qu'on puisse quand même... C'est trop mignon. Voilà, donc ça c'est un bébé au riz, voilà, qui est déjà un petit peu démarré. Et Laurine va vous montrer un bébé gecko mousse. Et après, pour des adultes, on va vous expliquer qu'il y a différentes... Attention, il va sauter. On en profite aussi pour vous montrer. Donc ça, par exemple, les herpers, on a eu la question. C'est à peu près la dose qu'on met à un individu. Il y en a un peu beaucoup là. Mais problème, un petit peu pour un bébé. Mais en fait, vous voyez, pas beaucoup. Voilà, mais le problème, c'est que Ça, quand c'est la réflexion du... Pardon, excusez-moi. Pardon. Quand on en met peu et qui fait 24-25, ça a tendance à sécher très rapidement. Voilà. Donc soit vous en mettez plus, mais vous penchez la gamelle pour éviter juste qu'il aille dedans et qu'il s'en mette plein partout. Voilà, parce que quand ils sont petits, c'est pas terrible quand ils ont plein de nourriture repâchée sur les doigts et tout ça, ça bloque les mues et tout, donc il faut que les doigts soient propres. Voilà, regardez comme c'est mignon quand c'est petit et il n'y a pas encore les crêtes. Donc vous voyez, ça grossit énormément, hein, puisque là vous avez un subadulte, quasi adulte. Ça peut être plus gros que ça, avec un bébé. Donc quand ça naît, c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment gros déjà. Et regardez cet œil incroyable qui est gris pierre, on dirait une petite planète. C'est vraiment super chouette. Et on va vous expliquer que chez les auriculatus, on a plusieurs patrons. Donc celui que j'ai actuellement dans la main est un stripe, hein, un stripe qui veut dire ligné. Plutôt assez On simple voyait à les lignes, voilà, c'est assez simple à voir. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle réticulé. un réticulé. Donc ça veut dire qu'il y a en fait un espèce de filet de maillage sur son dos, hein, comme chez le python réticulé, hein, il s'appelle réticulé parce qu'on a ces réticulations sur le dos, c'est-à-dire cette espèce de maillage. Ensuite, Alors, on a d'autres spécimens à vous montrer. Après, ce qu'on n'a pas là, mais qui existe aussi, c'est les granites. Donc ça fait plein de petits points, hein, Voilà. plein de petites taches. Et dans les mutations naturelles, on a les patternless. Après, on a... Donc là, ici, vous avez un red stripe qui est magnifique parce qu'ils peuvent avoir des couleurs de dingo. Et là encore, il n'est pas en ce qu'on appelle fire up. Voilà. Il n'est pas en couleur de nuit. Il n'est pas en couleur de Salut nuit. Olivier Marquis, salut Olivier. Hey, salut Olivier Marquis. Attention. Merde, tu peux me le Attention, repasser. j'arrive. C'est bon? Il est revenu. Il est revenu. Donc en fait, il était tellement content de voir Ouais, il est Olivier, de assorti savoir à toi. qu'il y avait Olivier Marquis que... Ah ouais, Ouais. regarde, il a sorti le t-shirt Il est Airport. orange, stripe. Il fera partie du décor la semaine prochaine, le mois prochain. Voilà. Donc Olivier qui a été souvent avec nous Passe-le à Laurine. sur Airport. Et on le en remercie, c'est toujours super cool de l'avoir avec nous. On espère qu'il reviendra bientôt. Et regardez-moi ce joli. Alors, chez les auriculatus, franchement, à l'époque, on en avait un gros cheptel et on avait des animaux de fous. On avait des animaux qui avaient des points violets. Il y en a qu'on appelle des spotted, donc on a des points rouges. Donc là, c'est un red stripe ou orange stripe. Orange stripe. Voilà, il y en a qui sont encore plus rouges. Bah, il y en a où les bandes sont aberrantes. Enfin, c'est aberrant stripe, quoi. Voilà, Et, aberrant stripe avec, donc ça veut dire avec un des dessin aberrant. Voilà, des grosses bandes qui... Voilà, et après on a les chevronback. Les chevronback. Alors pour tous ceux qui nous posent des questions sur les tarifs, je vous invite à aller sur notre site internet où vous allez voir. Voilà, qui ils est sont mis à jour. affichés. Tous les animaux sont Donc, sur le site. Pour les vous aurez chamois, accès à tous les tarifs de nos animaux Pour les parce que chamois, malheureusement on bah, n'aura c'est les bébés, pas trop le temps de vous donner les tarifs de chaque individu ce soir. pour les chawas, donc c'est un animal qui est beaucoup plus rare, comme vous l'avez compris, Non, pour beaucoup les plus filles. dur à produire, etc. Donc les prix sont plus élevés, on est plus sur entre 399 € et 490 €. Alors j'en profite aussi parce qu'il y en a Brian Salande qui a reposé une question. Oui, Brian. Brian, si tu t'inquiètes, moi je t'invite à aller voir ton vétérinaire. Qu'est-ce qu'il s'inquiète pour Son animal du coup. Donc voilà Brian, si tu vois que ton animal maigrit et t'es un peu apathique, n'hésite pas à aller rapidement chez ton vétérinaire. Ouais, voilà, enfin, et un vétérinaire vraiment spécialisé. Exactement. Évidemment. Donc si vous êtes dans la région parisienne, je ne Non, saurais on en que profite pour, vous conseiller d'aller à la clinique du docteur Lionel Schilliger, The Big Boss comme on l'appelle, dans le milieu. Donc voilà, et là on a un magnifique spécimen. Une femelle réticulée, donc on vous a montré un bébé réticulé, regardez,
Alors vous voyez, ça fait quand même des beaux lézards. Hein. Regardez-moi ça, elle est bien... Ah, tu l'as pas fait un petit peu? Oui, elle a un petit... Tu peux le refaire? Ah voilà, très bien Laurine. Donc quand ils ont peur, ils queen. Quand on n'a plus dessus, ils queen. Non, je déconne. Voilà, et vous voyez, c'est des lézards qui sont vraiment très dociles hein, pour ceux qui ont envie d'avoir des interactions avec leurs animaux. Comme toujours, hein, dans les reptiles, quand on leur fait pas peur, en fait, ils n'ont aucune raison de s'affoler. Et là, c'est des geckos qui vont, pas forcément, quand on les attrape, même quand ils ont un peu peur, se retourner pour mordre. Ils sont plutôt de très bonne composition. C'est assez rare de les voir. Ouais, comme beaucoup d'animaux quand même. Hein. Ouais, comme beaucoup de reptiles, on va dire. Hein. C'est plutôt dans la tête des gens. Mais... Ils sont méconnus par rapport aux Ciliatus. Voilà, en fait, moi j'ai toujours adoré les Auriculatus. D'ailleurs, dans mon élevage, j'avais beaucoup plus d'Auriculatus que de Ciliatus à la fin. Parce que je les trouve vraiment mortels et il y a plein de couleurs. Et actuellement aux États-Unis, les Auriculatus sont à fond, ça remonte à fond. Voilà, il y a des éleveurs qui proposent des animaux magnifiques, sont à plus de 1000 $. Vraiment, je suis très content de voir les élevages de Rhacodactylus auriculatus se développer beaucoup plus. Parce que nous, on a commencé, c'était il y a très très longtemps. Hein, c'était oh là là, ouais. En 2005, quelque chose comme ça. 2010. Ouais, c'était ça, c'était 2005-2007. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais en fait à l'époque on était un peu trop en avance sur notre temps et on avait des auriculatus de malades, mais en fait personne ne savait ce que c'était, donc en fait on les gardait pour nous. Voilà, on faisait une collection. Voilà, on avait une collection, donc Laurine avait un super cheptel chez elle aussi, j'en ai profité. Elle avait bien choisi. Et donc voilà, donc franchement si vous voulez un petit lézard sympa, facile à nourrir, qui se chauffe pas beaucoup, qui prend pas la tête, qui est super mignon, qui se manipule bien, qui se reproduit bien, l'Auriculatus est tout trouvé. Il a une petite tête de crocodile en plus, un petit peu, donc c'est vraiment mignon et c'est vraiment une espèce intéressante. Et vous pouvez avoir un mix de couleurs tout à fait démentiel. Il y a des robes complètement dingues que vous pouvez voir en photo sur internet. Spécimen, elle par exemple, elle est un peu noire et blanche. Et si elle est pâle, elle peut être toute blanche. Voilà. C'est vraiment impressionnant le changement entre le jour et la nuit. C'est pas le même gecko. Quoi. Voilà, exactement. Donc après, vous avez en plus ce kiff-là d'avoir un animal. D'ailleurs, là, elle a déjà changé de contraste. Vous voyez, avec le stress et tout, vous voyez, elle est beaucoup plus contrastée. Elle est déjà en train de foncer et de prendre du contraste. Vous voyez, ça peut vraiment changer. Là, il suffit qu'on la mette dans une boîte pendant une demi-heure et on la ressort, elle va avoir une couleur différente. Donc franchement, c'est des animaux qui sont excellents et qui sont faciles et qui peuvent être abordables même pour des terrariophiles qui démarrent, des jeunes, voilà, ou des moins jeunes. Si vous savez vous occuper d'un gecko à crête, vous saurez vous occuper d'un gecko garni. Exactement. On a une question de Lucas Chambalu. Salut Lucas. Qui nous demande si l'auriculatus se maintient pareil qu'un ciliatus. Exactement. Oui, c'est la même chose. C'est pour ça que je disais que si vous savez vous occuper d'un gecko à crête, c'est la même chose voilà. pour le gecko donc cher Harper, soyez attentifs. Donc voilà, donc est-ce qu'on a montré une autre question aussi. On n'a pas montré le bébé chawa? Non, mais parce qu'il faut que je lui donne un crayon. Ah oui, est-ce que vous voulez voir un bébé chawa manger? Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que moi j'ai remarqué que les chawas étaient quand même beaucoup plus insectivores que les autres. Et ils chassent beaucoup et aussi ils sont très actifs la journée, même s'ils vivent la nuit. On les voit très souvent, moi je les observe très souvent la journée également. Voilà, ils donc se cachent très peu. C'est ça qui est cool, c'est un animal qui se cache peu. Et on va vous montrer, Laurine. Alors attention, le numéro complémentaire est s'il faut, le seul jour où je décide de nourrir, vous le savez, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, montrer quelque chose avec un animal à quelqu'un qui vient nous rendre visite, c'est souvent là où ça ne marche pas. Alors ça mange très gros, hein, donc il n'y a pas de souci. Alors il ne marche pas. Pourtant, il me défonce les doigts. Mais non, mon petit. Et donc du coup, on voit qu'ils n'ont pas du tout la même couleur quand ils sont bébés. Ils sont très marrons. Ils n'ont pas encore de rouge et de vert. Voilà, ça vient avec le temps. Ils ont un changement. Regarde, c'est un grillon. Donc ils sont magnifiques. Et il y a une autre particularité étonnante chez les chawas que Laurine a eu la chance d'observer. Ah ouais, c'était génial. Et pas moi. Je l'ai observé sur un gecko à crête aussi, ici. Voilà, donc en fait, c'est que quand ils ont peur, ils ont, particulièrement les jeunes, ils ont une attitude défensive qui est de se rouler en boule en attrapant leur queue avec la bouche. Voilà. Très bien, bravo. Applaudissez-le, cher Harper. Voilà, mon petit chaoui. Le bébé à sa maman. Bravo, voilà. Laurine.
Elle est disponible si vous voulez avoir un joli petit chawa que vous pouvez nourrir à la main. On avait Thierry Courtet aussi qui était avec nous ce soir. Salut Thierry. Salut Thierry. Qui nous disait que le chawa ressemble énormément au GRA. Oui, c'est vrai. On aurait pu en parler un petit peu aussi. Voilà. C'est le gecko géant des pauvres. Ouais, bon, ça c'est pas très sympa. En fait, c'était pour toi Thierry. Ça ressemble. Tu pourras lui mettre une baigne quand tu viendras à la boutique. Viens demain. Je lui ai déjà dit, je crois. Bravo, elle insiste. Et donc, du coup, en fait, c'est GRA Major qui en fait a un gros gecko qui ressemble au Lycianus, mais lui il vit sur l'île d'Halmahera en Indonésie. Il en a mangé un. Ouais, bravo. Et donc, en fait, ils ont un peu cette morphologie-là. Je pense que c'est en gros le pendant écologique de ce gecko qu'on trouve sur l'île d'Halmahera. Donc, je vous laisse admirer ce magnifique bébé. Vous voyez, il sert de sa queue pour se stabiliser sur le pouce de Laurine, là. Voilà, vraiment, c'est un 5e membre pour eux, cette queue préhensile. Donc, en fait, je vous disais, je ne sais pas si vous avez entendu ce que je vous expliquais, mais parce que tout le monde, Dimitri Faure, arrête pas de m'interrompre. Moi aussi. On donne pas mon blaze. Ouais. Non, Jim Strong. Je ne parle plus. Voilà, d'habitude, c'est moi qui interromps les gens ici. Donc voilà. Donc, il suffit. Okay. Donc en fait, Laurine, qu'as-tu observé quand ils ont peur? Quand ils sont très stressés, très surpris. Ils peuvent donc sauter et se mettre en toute petite boule. Donc ils se contractent à fond et ils se mettent un adulte, quand il se plie totalement, ça fait une boule comme ça. Et après, du coup, ils tombent par terre, ils rebondissent. Voilà, et ils roulent et rebondissent. Ils roulent et rebondissent, et une fois qu'ils se sont assez éloignés en roulant et en rebondissant, ils se déplient et ils partent en courant. Incroyable. Donc c'est un comportement vraiment spécifique à cette espèce-là. Et effectivement, il faut tomber au bon moment, le bon jour pour le voir. C'est pas le truc qu'ils font tous les jours. Hein. Vous achetez pas des chawas pour les voir rouler en boule de partout et tout ça. Voilà. Et faire des combats de boules de chawas s'il n'y a pas de neige. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que ça existe. Et si un jour vous assistez à ça, vous aurez de la chance parce que ça doit être impressionnant à voir. Mais c'est pas dangereux pour l'animal puisqu'ils sont faits pour. Ah non, pas du tout, parce que moi, elle était tombée de cette hauteur-là. Voilà, parce que voilà, ils sont capables de tomber de plusieurs mètres. De 1,80 m, quoi, à peu près. Voilà, et particulièrement si c'est dans un contexte où il y a des feuilles, une litière végétale, etc., comme dans la forêt. Il est calé. Voilà, donc il a suffisamment mangé pour aujourd'hui. Donc voilà, on vous a présenté... Excusez-moi. Vas-y, je t'en prie. Il faut en profiter sur leurs premiers mois, surtout cette taille-là. C'est à ce moment-là qu'il faut apporter pas mal d'insectes pour qu'ils puissent grandir et avoir une croissance optimum et rapide, quoi. Voilà, parce qu'ils ont besoin de protéines. Voilà. C'est une période où ils ont beaucoup besoin de protéines et c'est le cas chez beaucoup d'espèces de geckos de Nouvelle-Calédonie. C'est le cas chez les Ciliatus, pareil, chez les Auriculatus. Donc on va retrouver Dimitri Faure qui est... en pleine forme. J'avais une question, moi. Oui. Est-ce qu'il y a une législation particulière sur ces animaux-là? Alors oui, bien sûr. Alors avant, il n'y en avait pas, puisque en fait, ils ne sont pas protégés de manière importante sur la Convention de Washington. Ils ne sont qu'en annexe D du règlement européen. Donc ils ne sont pas protégés par la Convention de Washington à proprement parler. Mais comme ils sont... donc partout dans le monde, on peut avoir des geckos à crête, des auriculatus et des chawas sans aucune autorisation, sans rien du tout, sans livres journaux, sans voilà. En plus tout est 100% né en captivité. Mais en France, comme on aime bien se compliquer la vie, donc quand ils ont fait l'arrêté, ils ont dit que tous les animaux, y compris ceux qui étaient en annexe D du règlement européen devait être marqué. Donc aujourd'hui, c'était pas du tout le cas avant, mais si vous avez Rhacodactylus chawa, Auriculatus, Ciliatus, Lycianus, vous devez les marquer. Donc pas par puce, on vous le déconseille. Oui. Surtout ne le faites pas. Franchement, faites des identifications photos. De toute façon, en toute sincérité, si je vous parle très franchement, pour ce que ça sert. Franchement, ils devraient les sortir de ce règlement parce que c'est 100% né en captivité. Il y en a des centaines de milliers qui naissent tous les ans en captivité dans le monde.
Et en plus, c'est vraiment là pour le coup contre-productif car dangereux pour ces animaux. Vous voyez bien qu'ils sont, dès qu'on les manipule de manière un petit peu trop forte ou en faisant des contentions, ils peuvent faire une autotomie. Les puces sont quand même assez grosses, c'est pas un très gros animal, donc c'est normalement ça doit être implanté dans la patte arrière gauche, dans le muscle de la cuisse. Donc voilà, vous voyez bien que sur ce genre de bête c'est compliqué. L'aiguille pour inoculer la puce, elle est quand même assez balèze. Donc il y a des gens qui l'ont fait, il y en a peut-être ça a marché. Nous franchement on ne conseille pas, enfin franchement ça sert à rien. Donc faites une identification photo comme ça pour des dendrobates et surtout, ça fonctionne pareil. Surtout j'en profite aussi, si votre vétérinaire n'est pas un vétérinaire habitué des reptiles, n'hésitez pas à vraiment lui dire qu'il ne faut pas le pucer parce que certains vétérinaires en fait vu que la législation est comme ça, ils appliquent tout simplement les textes et du coup ils vous disent qu'il faut le pucer. Insistez pour ne pas pucer ces animaux-là, ils sont trop petits. Ou changer de vétérinaire. Ou changer de vétérinaire, mais préconisez une identification par photo. Voilà. Et normalement, vous n'êtes pas censé le faire vous-même, c'est le vétérinaire qui devrait dire. Voilà. Si c'est un bon vétérinaire, il va vous dire non, cet animal est trop petit. C'est pour ça que j'en profite. Il faut savoir que par exemple, donc ça c'est un règlement qui est franco-français, donc on est censé être tous des Européens, mais on a un règlement franco-français là-dessus, qui sert à rien en Europe. Mais par exemple en Allemagne, où ils sont très soucieux de la protection animale, tous les vétérinaires refusent de pucer des reptiles qui font moins de 200 grammes. Donc c'est vraiment le cas de ces animaux-là. Donc voilà, nous on vous déconseille. Ah regardez, il en il est venu me voir. Non mais c'est parce qu'il t'aime bien, c'est pas parce qu'il veut un gamin. Tu le nourris trop, arrête. Mais il est en pleine croissance. Ouais. Bon alors, est-ce qu'on va répondre aux questions dans notre salon petit Allez, salon. c'est parti. Suivez-nous, chers Herbers. On va s'asseoir. Je pense que Laurine a envie de s'asseoir. Et les chefs d'abord. Voilà. Merci, c'est gentil. Les filles en second. Ah. Et comme ça, je vous montre mon super nouveau longboard que j'ai trouvé pendant le Reptiline Express Tour. Alors, on est descendu jusqu'à Lacano Océan, la patrie du surf. Et il y avait une nouvelle série de longboard Madrid avec un dragon de Komodo et un Chlamydosaurus kingi. Je ne pouvais pas le laisser dans le surf shop. C'était pas possible. Donc le voici dans notre décor. Moi, je peux pas tout acheter. Ah, alors, ça vous fait du bien de retrouver le décor de Air World. On espère que ça vous fait du bien. Regardez, il y a même Steve Irwin qui est avec nous, grâce à Laurine qui l'a retrouvé et Anthony qui me l'ont offert. Oui. Parce que j'avais plus de gris Steve Irwin. On a pensé très fort à Nicolas quand on l'a acheté. Merci beaucoup et on pense très fort à Steve Irwin. Oui. Rest in peace. Alors, c'est parti alors pour les questions. On continue pour les questions. Alors, on avait pas mal de questions, donc je vais regrouper tout ça. Je m'excuse aux personnes qui ont posé des questions de ne pas donner leur nom. Sur la taille en fait qu'on préconise pour des terrariums pour ces animaux-là, il y a eu beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des gens qui ont repris le direct en cours. Donc, voir ce que tu préconises, Laurine et Nicolas, sur les terrariums donc pour Auriculatus et Chawa. Pour les Auriculatus, on peut partir pour un seul spécimen adulte sur une base de 45 par 45 par 60. Après, si vous avez envie d'apporter plus grand, vous pouvez toujours garder la base de 45 par 45 par 60, mais apporter légèrement plus de hauteur. 60 par exemple. Voilà. Ou faire 60, 45, 60. Voilà. Alors après, en fait, au final, on se rend compte, même si c'est des animaux arboricoles, que le sens, on s'en fout un peu. Qu'on donne de l'espace comme ça ou qu'on donne de l'espace comme ça, ils vont s'en servir de toute manière. Donc si vous avez envie de faire un terrarium qui est un peu plus long tout en gardant un peu de hauteur, vous pouvez partir sur du 60 de long parce que plus vous allez donner de la place, plus vous allez aussi élaborer un décor qui est sympa à la fois pour vous, mais d'abord en premier lieu pour eux. La terrariophilie, il faut toujours la réfléchir. Allez, on continue. Il faut putain, j'avais fait ça discrètement, c'est genre. Hop. Ah, c'est Laurine. Moi, je l'ai vu dans mon coin de mon œil, elle a fait. Et donc, en fait, il faut toujours. La bonne façon d'aborder la terrariophilie, c'est de penser toujours comme si on était un lézard. Et je coupe, apparemment, on nous entend moins bien. Donc, peut-être voir pour se rapprocher. On va essayer de voir pour se rapprocher. Et promis, les Herpers, prochainement, on aura des micro-cravates. Alors, pas pour Nicolas, sinon, vous allez avoir une otite. Ouais, c'est vrai, nous... et aussi parce que je n'ai jamais porté de cravate de ma vie. Non, c'est vrai, c'est faux en plus. Je portais des cravates, mais que le dimanche.
quand j'allais à la messe. Non, j'avais pas la mèche, j'avais un con. Donc on espère que ce recadrage va vous permettre de nous entendre mieux. Est-ce que vous nous entendez mieux, les Herpers? Est-ce que ça va, les Herpers? Dites-nous si ça galère un peu. Voilà, mais promis, grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, donc on a des sponsors qui nous aident maintenant et tout ça, donc on va peut-être pouvoir investir, parce qu'il faut savoir que Airpower, on a commencé ça comme ça, un peu comme une blague, un truc fun, en se disant ouais tiens on va faire un live. Allez, et puis on se fait un truc à la Wayne's World et tout ça, machin. Et on va donner plein d'informations sur les reptiles. Et puis finalement, ça a bien pris. Tout le monde kiffe. Tous nos amis qui font de l'élevage ou des biologistes ou autres vétos ont trouvé ça fun et ont bien voulu venir en tant qu'invités dans notre émission. Et d'ailleurs, la prochaine émission, on va avoir un invité de marque puisque ça sera Rémi Xas de Venom World. Ouais. Donc Rémi qui devait être avec nous déjà en mai et en juin. Et même en avril, sauf qu'en fait il y a eu le coronavirus, oui, donc voilà, mais là enfin il va venir en juillet. Donc Rémi qui a un terrariophile de très longue date, qui a élevé beaucoup d'animaux et qui s'était spécialisé dans les Philodrias, le genre Philodrias, qui a travaillé pour le Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a travaillé pour l'Atoxan, qui est un des plus grands centres de prélèvement de venin au monde, et qui a créé en 2015, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, qui a créé en 2015 avec Jordi Rain, Venom World, donc une ferme d'élevage, on va dire un centre d'élevage de serpents venimeux, un centre de prélèvement, donc ils font de la reproduction mais ils font du prélèvement, donc pour justement créer des sérums antivenimeux et des médicaments. Et Rémi est aussi le secrétaire de la BSA, donc la Banque des sérums antivenimeux. Donc il viendra pour nous expliquer tout ça, vous parler de ces animaux incroyables que sont les serpents venimeux. Et bien sûr, on n'est pas là pour vous pousser à en avoir, bien au contraire, mais à vous mettre en garde pour toute la législation, tout le danger qu'il y a autour de ces animaux. Et qu'il ne faut pas faire ça à la légère et qu'il faut le faire bien si vous devez le faire un jour. Voilà, donc il nous fera le plaisir d'être parmi nous en juillet, donc la prochaine émission d'Airpower, ne la manquez pas pour le retour des guests. Le retour des guests, ça va être lourd cet été, puisque donc en juillet, nous aurons Rémi, et là je te donne un scoop, puisque j'ai eu la réponse il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 minutes, non pas 5 minutes parce que j'étais là, mais un peu avant l'émission, notre ami Jérôme Marant, du refuge des tortues, donc qu'on a visité pendant notre... beaucoup de demandes en plus des Herpers sur les tortues. Surtout, voilà, le grand spécialiste de Master Turtle, tortue géniale comme on l'appelle parmi dans les cercles autorisés. Voilà, Monsieur Tortue, the Big Master de la tortue, qui est le boss du refuge des tortues. Donc on vous rappelle par la même occasion que nous continuons à collecter des dons pour le refuge des tortues et nous continuons à offrir des t-shirts Airpower pour tous ceux qui iront sur la cagnotte Litchi du refuge des tortues. Faire un don de 20 € et plus. Vous aurez un t-shirt gratuit de Airpower expédié par nos soins. Si vous n'avez pas les 20 € à donner, donnez même 2 €. Vous n'aurez pas de t-shirt, mais au moins vous ferez quelque chose de bien pour cette association. Et quand j'étais en train de faire le Reptiline Express Tour, j'ai rendu visite à Jérôme et on a visité toute son installation. Il nous a raconté des choses incroyables sur les tortues. On est en train de travailler sur cette vidéo, de la monter et on vous la publiera sur notre chaîne YouTube. Donc comme ça vous aurez un avant-goût de ce personnage incroyable qu'est Jérôme Marant. Donc, et vous verrez le travail qu'il a effectué avec son équipe de bénévoles. Je répète, de bénévoles, c'est des gens voilà, qui ont besoin de vous pour survivre au coronavirus et surtout aider les tortues puisque c'est ce qu'ils font au quotidien et ils ont créé un véritable paradis pour tortues. Vous verrez ça en images. Donc Jérôme nous fait le plaisir de venir en août. Donc ça va être du lourd pour ceux qui aiment les tortues. Nicolas. Voilà. Ah, tu nous montres quelque chose? Ouais, j'arrive sur les questions. Alors oui, on a Yves Durieux du coup qui répond à ce qu'on disait, qui nous disait le lien vers la cagnotte n'est pas évident à trouver. Donc on va vous remettre le lien. Voilà. On va vous le remettre sur le site et on va vous le remettre sur Facebook. Voilà, aussi. et puis après vous pouvez tout simplement aller sur Google, donc vous tapez le site le refuge des tortues, vous avez trouvé le site de Jérôme, le site de l'association et il y a le lien direct pour faire des dons. Vous pouvez aussi adhérer à cette association.
Vous aurez sûrement des petits goodies pour rentrer et visiter le parc. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, aller les voir et vous proposer en tant que bénévole pour les aider. Bien sûr, ouais. Voilà, donc investissez-vous pour la protection des tortues et vous verrez que c'est des gens hallucinants qui sont super passionnés, qui sont super intéressants et Jérôme a une expérience incroyable, une vie incroyable avec les tortues. Il a découvert, mine de rien, dans ses voyages à la recherche des tortues dans la nature, puisque il a été aussi beaucoup sur le terrain, il a découvert quand même pas moins de 3 nouvelles espèces de tortues. On verra tout ça avec lui quand il sera avec nous. Donc voilà, c'est du lourd, les Harpers, à la fois des gens comme on les aime, hyper cool, hyper sympathiques, qui n'ont pas le melon et qui aiment vraiment les animaux et qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu et qui le partagent. Hein, on sait que c'est souvent la meilleure combinaison qu'on puisse trouver. Et voilà. Point. Très bien. On passe à la question de Lucas Chambalu, qui nous fait une deuxième question du coup. Et Lucas, il a remis sa question plusieurs fois. Donc on arrive, Lucas, qui nous demandait la fréquence d'alimentation pour Auriculatus ou Ciliatus juvénile et adulte, subadulte, etc. S'il vous plaît, la team. C'est Lorraine. Moi j'adore l'alimentation. Parce qu'elle le fait tous les jours. Donc pour pour des jeunes qui viennent de naître jusqu'à leurs 2 mois à peu près, l'idéal étant de commencer par les nourrir plutôt avec de la répachi ou des fruits écrasés bien fermentés, plutôt que des insectes, parce qu'au début ils ont très peur des insectes, ça peut être compliqué. Et donc moi je les nourrirai 1 jour sur 2 quand ils sont bébés. Ensuite, quand ils ont dépassé ce stade-là, on peut commencer à partir de 2 mois à donner des insectes. Donc 2. Non, en gros, Nicolas demande de l'eau pour Laurie. Oui, parce que je pense qu'elle a la gorge un peu sèche. Ah ouais. Mais je peux. Ah non. Tu vois, c'est pas très non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc au-delà de 2 mois, vous pouvez commencer à donner des insectes. Donc moi souvent quand je donne des insectes, j'en donne pas plus de 2 ou 3 quand ils sont bébés. Et j'alterne entre insectes et répachi. Et là dans ces cas-là, je vais nourrir tous les 2 à 3 jours selon l'animal, la taille de l'animal et selon son appétit. Et après. Alors, on peut aussi donner des petites astuces peut-être, parce que des fois les gens ils disent voilà, mon gecko il démarre pas sur la répachi et tout ça. Guillaume CZ qui avait posé une question, salut Guillaume, qui disait mon Ciliatus ne mange pas dans sa gamelle de répachi, comment s'assurer qu'il ait accès à sa nourriture. Donc ça va voir un peu plus. Alors les petites astuces pour les juvéniles et ensuite tu réponds. Voilà, bon du coup déjà on oublie les grillons au tout début quand ils démarrent, on oublie sinon ça va leur faire peur. Mais par contre ce qu'on peut faire c'est tremper son doigt dans la répachi et l'étaler sur par exemple les zones où il va le plus souvent. Si par exemple il affectionne une branche un peu en hauteur et qu'il est tout le temps stagnant dessus, on lui met devant, voire on peut lui mettre si vraiment un petit peu sur le nez. Voilà, si vraiment on est inquiet, qu'il mange pas ou quoi, juste un petit peu sur le nez, sur les narines et il va automatiquement se lécher. Et du coup ça va l'inciter à manger encore plus puisqu'il va sentir la nourriture, il va dire en fait c'est bon et il va le manger. L'idée c'est de les faire goûter et en fait une fois qu'ils goûtent à la nourriture et qu'ils comprennent que c'est de la nourriture, ils le comprennent pas forcément évidemment. C'est rose. Ah, it's a pink. Hydrate-toi. Hydrate-toi. C'est important d'hydrater vos animaux, les Harpers. Oui, ça on va y venir après. Donc dès la fin de l'alimentation, on va faire l'hydratation. Et après, une fois qu'ils sont subadultes, donc là c'est là où c'est la bonne période pour donner plus d'insectes, donc 5 à 6 grillons par exemple par spécimen. Faut pas hésiter, moi je suis allée même jusqu'à 8 grillons pour certains quand ils sont en pleine croissance. Et on peut aussi donner d'autres insectes. Oui, voilà, de la blatte, du criquet de taille adaptée, aucun problème, ils mangent gros, en plus on l'a vu tout à l'heure. On peut donner aussi certains vers, comme les vers de calcium, voilà, les vers à soie. Les vers à soie. D'ailleurs, on en aura bientôt sur le site des vers à soie. On va avoir de nouveaux insectes. On va avoir du ver à soie. On va mettre en ligne bientôt des colamboles. Des colamboles. Voilà, vous avez été nombreux à nous demander des colamboles. On a aussi des vers de terre. Des vers de terre qui vont arriver. On a des cloportes aussi qui vont arriver sur le site. Donc des cloportes détritivores, des Tricorina tomentosa. Oh, la tête déchirée d'une frondoire. Putain, regarde le phénol. Merci. La vache. Donc des Tricorina tomentosa qui vont arriver bientôt sur le site et qui vont permettre de venir un peu aérer votre substrat. Voilà. Et des vers canadiens aussi. Voilà, et des vers canadiens. Alors voilà, donc ensuite. Et donc ensuite, après la fréquence, une fois qu'ils sont adultes, ils peuvent manger, donc avoir 4 vrais jours de jeûne.
et manger donc pareil soit de la répachie, un coup répachie, un coup insecte. Et je trouve ça important de leur faire un jeûne assez important, donc 4 jours par exemple pour les adultes, ça leur permet de manger plus en plus grande quantité, parce que si vous leur apportez tous les jours la répachie, les grillons tous les jours, ils vont beaucoup moins manger que quand ils... Puis surtout, vous allez gâcher de la nourriture. Voilà. Après, vous pouvez avoir éventuellement des grillons qui pourraient avoir faim et qui pourraient s'attaquer à vos lézards. Ça, malheureusement, ça arrive parce qu'il faut savoir que le grillon est un animal qui est omnivore. Donc, en fait, il va manger de tout. Il va manger des végétaux, il va manger de la viande aussi. Donc, le lézard peut être à son menu. Donc, un lézard endormi qui ne va pas forcément se rebeller et il va se laisser grignoter. Et donc c'est vraiment dommage, donc ne laissez pas de quantité de grillons non mangés trop longtemps dans vos terrariums, c'est très mauvais. Et Laurine va vous donner une petite astuce. Oui, j'allais justement... Je sais. Donc, si jamais vous avez 2-3 grillons... C'est ça. Je suis un mentaliste. J'aime pas ça, les livres sont pas faits. Donc si jamais vous avez 2-3 grillons dans votre terrarium, et surtout je pense à ceux qui ont des terrariums plantés où c'est la guerre, ils ne peuvent pas les retrouver facilement. Ouais, exactement. Vous pouvez mettre une petite carotte dans le terrarium pour éviter... Une rondelle. Oui, une petite rondelle, j'ai oublié. Voilà. Ou une carotte entière. Ouais, mais bon, c'est moche. Ça, quand même, ça va pourrir. Oh, une carotte entière, une rondelle de carotte pour que le grillon puisse manger la rondelle de carotte et pas le gecko. Exactement. Donc ça, c'est super important. Merci Laurine. Et donc ensuite, quand ils sont adultes, on a remarqué quand même qu'ils avaient plutôt tendance à manger plus de repachis, donc plus de fruits, que d'insectes. Oui. Et tant mieux, parce que une fois qu'ils sont gros, comme tous les reptiles, ils peuvent souffrir d'obésité. Hein, et on n'arrête pas de vous le répéter, les reptiles deviennent très facilement obèses en captivité. On ne se rend jamais assez compte de combien c'est galère pour eux dans la nature, combien ils ont des parasites, combien ils doivent beaucoup plus lutter pour survivre. Donc en captivité, c'est quand même le 3 étoiles. Donc faites attention à ça. Voilà, essayez de ne pas surnourrir vos animaux, particulièrement quand ils sont adultes. Ouais, j'en profite aussi pour vous dire que tous ceux qui se posent des questions si leur animal mange, on a beaucoup de questions justement sur les coréophus, sur les auriculatus, parce que les gens n'arrivent pas trop à se rendre compte si ça mange. J'en profite aussi pour remercier Geoffrey Duterme qui nous aide bien sur le fil du direct et qui répond à quelques questions. Donc merci Geoffrey, c'est toujours cool de partager. Mais voilà, c'est assez compliqué de se rendre compte si l'animal mange parce que c'est tout petits animaux qui ont un tout petit estomac. Et du coup, en fait, c'est vrai que des fois, en 3 coups de langue, ils sont rassasiés. Donc, du coup, j'en profite pour Vince Vitch, c'est dur à dire ça aussi, que voilà, il n'y avait pas de blague dans ce que je viens de dire. D'accord, ok, cool. C'est un petit message avec nos Harpers en ligne. Voilà, et je vois qu'il y a des private jokes aussi avec exactement. Certains ça rigole pas mal sur de nos Harpers. Tant mieux parce qu'on est aussi là pour rigoler, les mecs. Ah, il y en a marre de la terrariophilie QCL et gâteau sec qu'il y a en France. Donc, il est temps de se détendre et d'y aller à la cool. Et ça n'empêche pas. Enlevons nos gilets à poche, quoi. Enlevons nos gilets à poche. Arrêtons de faire de la cyberterrariophilie quand on a 20 balais et de croire qu'on a tout compris à la life. Donc, on est là entre gens de bonne compagnie. On vous ramène toujours des gens qui ont surtout de la pratique. Et on peut avoir de la pratique et de l'humour. Exactement. Et rigoler. On avait YLG, salut YLG, oh, la vache. Qui voulait savoir s'il faisait des dons, est-ce qu'il pouvait avoir ton t-shirt? Sans problème. Alors je vais te dire en tout cas, YLG. Pas forcément ton t-shirt, mais le même t-shirt. Il allait te le donner, YLG. Non, mais mec, si tu fais un don vraiment cool au refuge des tortues, je suis prêt à te donner mon t-shirt qui, je te le précise, est collector. Pas parce que c'est le mien, mais parce qu'en fait, quand on a fait notre première série de t-shirts Airworld, on les avait fait en blanc. Et les gars qui font les t-shirts nous en avaient fait 2-3 en gris, qu'on avait trouvé sympa et qu'on a gardé pour nous au final. Et en fait, ils sont complètement collecteurs. Il n'y en a pas d'autres en gris. Donc on en a eu 2, je crois. Donc si tu fais un super don, ou sinon il faut faire une super offre. Voilà, tu as ma parole que moi, je vais bien donner le mien. Je t'envoie ce t-shirt, voilà, et je le laverai. Ah oui, hein. Une bonne odeur. Une bonne odeur. Une bonne odeur de raton laveur.
Pour l'instant, on n'avait plus trop de questions. J'en profite, moi, pour remercier Vincent Linars, qui en plus nous a remis le lien de la cagnotte dans le fil. Donc, ce qui est merci à toi, Vincent. Et aussi Vincent qui nous a fait une super vidéo de remerciements. Exactement, j'allais y venir, donc vas-y. Non, mais vas-y. Et alors, on voulait te remercier, Vincent, parce que du coup, moi, personnellement, je ne suis pas revenu vers toi, mais en tout cas, la vidéo a été montrée à toute l'équipe. Il l'a fait. Voilà, on était tous touchés par ton retour. Et le fait que tu sois content de tes animaux et de tout l'ensemble de ce qu'a fait Reptiling. Du service. Ouais, donc c'est réciproque et merci à toi Vincent. Super, merci beaucoup et c'était super sympa de rencontrer toute ta famille et tout. C'était vraiment un bon moment de partage. On a pu discuter et félicitations pour tes installations parce que c'est vraiment chouette et ça fait toujours plaisir d'avoir nos animaux dans de belles installations. Comme ça et voilà, j'espère que tu auras beaucoup de plaisir avec ces animaux et que tu pourras les élever pendant de nombreuses années. J'en profite aussi, on avait donc une question de Nord-Sud Terrario, on rejoint sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les insectes qui nous disait à quand la poudre de mûrier chez Reptiling. Oui, est-ce que tu as des nouvelles là-dessus? Exactement, parce que justement, théoriquement je vais en avoir en même temps que les vers à soie. Donc on vous vendra prochainement sur on vous vendra les vers à soie et bien sûr la nourriture pour les vers à soie. Donc qui est à base de feuilles de mûrier. Donc ce qui permettra en saison, c'est sûr, vous pouvez aller cueillir des feuilles de mûrier, récolter des feuilles de mûrier pour ceux qui vivent dans des régions où il y a des mûriers blancs. Mais pour ceux qui en ont pas, ou quand c'est pas la saison, on vendra la poudre de mûrier pour pouvoir faire vos blocs de nourriture. C'est un peu le même principe que la repâchée, hein, ça se mélange avec de l'eau. C'est super simple et ça vous permet de garder vos vers et de les faire grandir avec facilité. Salut Yves Durieux. Alors non, je suis désolé, on ne vend pas les membres de l'équipe Reptiling, donc Laurine restera avec nous. Voilà. Ça déjà, c'est fait. Si vous faites un super don, on vous la vend. 100 000 $ à l'association du refuge des tortues, on vous la vend. On vous la met dans un petit carton. Pour une durée déterminée, bien sûr, puisqu'il faudra qu'on la récupère quand même. Je revienne m'occuper des animaux. Voilà, parce que sinon. Mon petit chihuahua, sinon il mangera pas. Voilà, sinon il ne mangera pas si c'est pas Tata Laurine qui lui donne à la main, voyons. C'est sûr. On avait Ivan Da Silva, salut Ivan, qui voulait qu'on lui parle un peu de l'hydratation. Oui, on n'en a pas parlé. Donc parlons de toute la partie hydratation. Donc déjà pour commencer, sur des animaux qui vivent dans des zones tropicales, on repart sur de bonnes bases, on arrête les trucs à l'ancienne, 80% d'hygrométrie, on pulvérise à mort et tout ça. On va travailler sur des terrariums qui sont hyper ventilés et on va faire, parfois on peut faire des pulvérisations, mais on va dire espacées, il faut toujours que ça sèche et on ne se concentre pas du tout sur le taux d'hygrométrie. On oublie tout ça, les taux d'hygrométrie, on s'en fout. Donc c'est un taux, voilà, c'est pareil que pour les viridis, c'est pareil que pour les bons garçons, c'est pareil que pour les varans, c'est pareil pour tous les animaux, les reptiles. On n'a pas besoin d'avoir des taux d'hygrométrie importants, on a besoin d'avoir de la ventilation et des gouttelettes qui se déposent à certains endroits pour pouvoir inciter les animaux à lécher. Mais l'important, c'est de les faire boire dans... ça va, Doute, c'est bon, c'est la plage ou quoi? De les faire boire dans des gamelles. Voilà, sinon, en plus, s'il y a un surplus d'humidité, pour ces espèces-là, vous avez créé des mycoses sur leurs lamelles adhésives qui sont très fragiles. Et là, votre animal, vous pouvez l'emmener chez un vétérinaire, il peut perdre... ses lamelles, quoi. Voilà. J'en profite aussi pour tous ceux qui nous posent des questions sur l'état de santé de leurs animaux, donc un géco-léopard maigre, apathique, qui perd du poids, ou d'autres questions que j'ai eues justement sur des problèmes de santé. On peut répondre à ces questions, mais on n'est pas vétérinaire. On a fait un peu d'études, mais on n'a pas fait les 10 ans qu'il faut. Et de toute façon, c'est des pros. Ouais, non, en plus c'est bien plus, mais voilà, c'est des vrais professionnels de santé des animaux. N'hésitez pas à vous rendre chez un vétérinaire spécialisé si vous constatez que votre animal il est pas en super forme. Voilà, donc on va revenir sur ce que disait Laurine parce que c'est hyper intéressant. Donc moi ce que je vous disais à la base, c'était que il faut que l'environnement soit sain. Si l'environnement n'est pas sain, c'est-à-dire qu'il y a trop d'humidité dans un espace confiné avec de la chaleur, il y a un développement bactérien. Il y a un développement de spores et de moisissures. Et ça peut entraîner, vous le savez, on vous l'a déjà expliqué chez les serpents, comme à l'époque chez les Moralia viridis, quand tout le monde voulait absolument les maintenir humides, etc., ou tous les boïdés tropicaux,
des problèmes de pneumonie bactérienne, des problèmes de mycose. Et là, ce qu'on a remarqué chez les ciliatus, enfin chez tous les geckos de Nouvelle-Calédonie, quand ils sont maintenus dans des atmosphères qui ne sont pas saines, ils ont des mycoses sur les lamelles. Donc en fait, au final, votre animal ne va plus adhérer aux parois fines. Le premier symptôme, c'est le premier signe, c'est qu'il n'adhère plus aux parois. Alors attention, il y en a plein qui font au secours, il n'adhère plus à rien du tout, mais c'est juste qu'il va muer. Ça, c'est différent. Voilà, il peut y avoir plusieurs problèmes d'adhérence. Voilà. Alors, problème d'adhérence numéro 1 qui est normal. C'est la mue. C'est qu'il va muer, donc au début, ça se voit pas trop. Puis en fait, ça se fait sur à peu près une journée, quelques heures, c'est très rapide la mue. Et d'un coup, il va devenir pâle. Après, vous allez voir justement la mue qui commence à se décoller gentiment. Puis après, il va la manger en entier. Vous n'allez pas la retrouver. Donc, il faut bien faire attention au niveau de leurs doigts. Voilà. Le bout de la queue. Voilà, les doigts et les bouts de la queue, à ce que la mue s'enlève bien. Donc, si jamais la mue reste collée sur les doigts, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement le baigner dans un fond d'eau. Une eau à peu près à 24 degrés, c'est très très bien. Pendant 20 petites minutes, ça suffit largement. Après, vous prenez votre gecko et tout doucement, vous venez enlever la mue, parce que souvent ils ont des griffes comme ça. Voilà, en croc. Comme ça, donc du coup la mue elle est là, donc vous pouvez pas tirer comme ça, sinon vous lui faites très mal. Il faut tirer vers le bas, tout simplement, c'est tout. Voilà, donc vous voyez tout ça, c'est l'expérience qu'on partage, c'est la différence entre la théorie, ce qu'on peut voir sur Facebook, les liens, les copier-coller, et les gens qui vivent avec des animaux au quotidien et qui élèvent et qui ont de l'expérience et qui la partagent. C'est le but de cette émission, c'est le but de l'équipe de Reptiline, c'est de partager de l'expérience et pas d'échanger des messages creux sur Facebook et de faire de la cyberterrariophilie. Je le précise parce que c'est une tendance qui m'énerve un petit peu en ce moment. Donc voilà, écoutez les gens qui ont réellement des animaux et pas juste des photos. Les photos, ça ne meurt pas, les photos, c'est jamais malade. Les animaux, ils peuvent avoir des problèmes, ils peuvent très bien aller, ils peuvent se reproduire. Et voilà, il y a des gens qui ont de l'expérience, qui vivent au quotidien avec les animaux. Et tout ça, ce que vous explique Laurine, c'est un vécu. Donc c'est très important de bien l'écouter. Ça arrive régulièrement. Donc qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Donc, après, s'ils n'adhèrent pas et qu'ils ne sont pas en mue, ça peut aussi être juste de la répachie, par exemple, séchée sur les pattes. Donc là, ça va être le même principe. On le baigne un petit peu, donc ça va. Surtout que la répachie a tendance à devenir très sec. Très sèche. Ça sèche, coller, voilà. Et du coup, le fait de le baigner, elle va s'enlever quasiment toute seule. Après, vous avez juste à frotter légèrement sa patte tout doucement, ça va s'enlever tout seul. Exactement. Et par contre, là, la troisième chose qui est beaucoup moins cool, c'est les mycoses. Donc là, vous le voyez tout de suite parce que déjà, il n'adhère pas. Et surtout, en fait, les lamelles en dessous de la patte, ça va devenir noir. Donc voilà, ça c'est vraiment comme le T-Rex. Voilà, noir. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une observation qui est vraiment super importante. Et j'insiste aussi sur le fait que, vous voyez, chez Reptiline, on a beaucoup œuvré pour tout ce qui est manipulation, confiance des reptiles, conditionnement positif, etc. Et au départ, on s'est pas mal heurté au scepticisme de certains pseudo-terrariophiles qui disaient oui, non mais les reptiles, faut pas les toucher, les reptiles ceci, cela. Alors, voilà, et que si on les apprivoise trop, ils ne peuvent pas se reproduire, ce genre de bêtises, c'est totalement faux. Mais en attendant, si vous ne pouvez pas toucher votre animal, comment vous pouvez examiner ses pattes, le dessous de ses pieds, le dessous de ses membres, et pouvoir observer les différences de coloration et les problématiques. Donc c'est hyper important de pouvoir manipuler en confiance vos animaux pour pouvoir simplement les ausculter et suivre leur état de santé au quotidien ou à la semaine ou au mois en fonction. Donc je ne dis pas qu'il faut manipuler à outrance les reptiles, c'est pas ce que je dis, ne faites pas de mauvaises interprétations. Ce que je dis, c'est que en captivité, les reptiles sont en contact avec l'homme, nous sommes la chose qui les fait survivre. Ils ne peuvent pas vivre sans nous en captivité. Donc ils sont dépendants de nous. Merci, c'est ce que je cherchais comme terme. Voilà, ils sont complètement dépendants de nous, on est une équipe, ouais, c'est ça. Et en fait, vous devez être capable d'ausculter vos animaux, donc il faut savoir, il faut apprendre à les manipuler, il faut avoir, vous voyez, ce qui caractérise Laurine, par exemple, au-delà du fait qu'elle aime énormément les animaux, ce qui se ressent, je pense, c'est surtout qu'elle a un super bon sens de l'observation. Et ça, c'est capital, c'est mieux que d'avoir lu 50 000 bouquins et de passer ses journées sur Facebook à échanger des commentaires, c'est d'observer.
et d'être capable de déceler le moindre petit, la moindre petite variation de couleur, d'aspect, d'odeur, etc. Et l'odeur, l'aspect, ça ne prend pas dans le livre, ça prend dans les terrariums, avec vos animaux. Donc passez du temps avec eux, manipulez-les pour les ausculter, parce que sinon vous ne pourrez jamais vous rendre compte que par exemple leurs lamelles sont en train de pourrir tout simplement et au final ils vont être obligés de subir une amputation. Ce qui serait vraiment... alors les gratter à vif les lamelles et c'est extrêmement douloureux pour l'animal. Voilà, donc faites attention parce que ça existe quand les conditions d'élevage sont trop humides et l'atmosphère n'est pas saine. Voilà. Donc... Donc après on parle d'humidité et donc du coup il ne faut pas... on a Laurine qui reprend, c'est parfait. Voilà. Alors, Laurine elle est lancée. Alors Laurine, donc au niveau des pulvérisations, est-ce qu'il faut vraiment faire des pulvérisations sur les geckos de Nouvelle-Calédonie? Si oui, à quelle fréquence, comment, etc. Alors moi je vais dire oui puisque c'est quand même important, surtout en période estivale, là il va commencer à faire chaud, tout ça. Mais faites-le par exemple tous les 2 jours, pas besoin d'en faire une par jour sauf voilà, si on est en canicule, mais sinon faites-en une tous les 2 jours, c'est très bien et c'est parfait. Voilà. Moi je le fais comme ça et j'ai pas de problème de muscle particulier, pas de déshydratation, mais bon j'ai une gamelle d'eau, hein, attention. Si vous voilà, il faut toujours qu'ils aient une gamelle d'eau. Alors pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non mais c'est moi qui m'excuse. Vas-y, parle si tu veux. Alors. Non, du coup, attends, j'ai perdu. Vas-y, continue. Bon, alors, retrouve ton idée. Alors, ce que je voulais dire, c'est que très souvent, on a chez nous des gens qui viennent en stage, des jeunes qui sont dans des écoles d'animalerie ou autres qui viennent en stage. Et donc, si vous êtes dans des écoles d'animalerie et que vous cherchez des stages dans une boutique spécialisée reptiles, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail. Et en fait, on leur apprend à faire tout ça, à pulvériser. Et finalement, pulvériser, vaporiser dans un terrarium, on pense que c'est tout bête, mais en fait c'est une vraie technique, c'est un vrai art, parce qu'en fait il faut déjà faire attention de ne pas pulvériser n'importe où parce qu'il y a plein d'éléments électriques dans un terrarium, donc déjà pas viser les lampes, etc. Mais il y a une façon de pulvériser. Des fois je vois des stagiaires pulvériser, en fait ils mettent le bec du pulvérisateur à ras des branches et puis en fait ils mouillent. En fait ils mouillent le sol, ils mouillent le truc. Donc l'idée d'une pulvérisation, ce n'est pas de mouiller en fait, c'est de recréer une sorte de pluie qui va faire se déposer des grosses gouttelettes un peu partout qui vont servir aux animaux à boire. Après, on peut aussi créer des zones plus humides dans le terrarium. Donc, le terrarium va sécher majoritairement et après, on va créer une retraite humide, donc qui pourra, tu vas l'expliquer, donc être aussi le pondoir. Oui, ça peut être le pondoir pour les geckos, ça peut aussi être, par exemple, pour des petits serpents. Restons sur les geckos. Bon, les geckos. Ah bah tu pars souvent sur les serpents et pour une fois ouais, c'est moi. Ouais, d'accord. Hein, non, bon, on va rester sur les geckos. Donc leur permettre, si jamais l'environnement est un petit peu trop sec, d'aller chercher le frais et l'humidité et faire une mue très correcte, très bien. Même pour les geckos de part, ça fonctionne très bien. Exactement. Et donc en fait, on nous pose souvent la question, que mettre dans cette boîte à humidité? Donc on peut mettre 2 choses, mais ce qu'on utilise le plus souvent, surtout pour la reproduction, c'est un mélange de terre avec un petit peu de sable, mais avec quand même beaucoup plus de terre. C'est plutôt de la tourbe en fait. Oui, de la tourbe, ouais. Franchement, parce qu'elle est beaucoup. Parce que la terre, il faut faire attention. Elle est beaucoup plus meuble. Voilà, et puis c'est un pH aussi acide qui évite les proliférations de micro-organismes et tout ça. Donc la tourbe. C'est un substrat qui respire bien aussi. Tourbe blonde ou tourbe de coco. Nous, souvent à la boutique, on conseille de la tourbe de coco. Donc voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir créer des zones humides, des zones sèches. Il faut que ça sèche entre-temps, que l'atmosphère reste saine. Souvent, quand on parle de nos méthodes, notamment avec les moyavéalistes, bon désolé, je parle de ça. Alors c'est vrai. Alors, non, mais parce qu'on dit, oui, c'est la méthode sèche de Nicolas Hussard ou quoi que ce soit, c'est pas la méthode sèche, c'est la méthode saine. En fait, et c'est pareil pour tous les animaux. C'est une méthode où l'air doit être sain. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pareil, ne vous entêtez pas à vouloir avoir un taux d'hygrométrie entre 80 et 90%, comme vous allez pouvoir le lire dans des bouquins ou sur des fiches d'élevage. Sinon, vous mouillez en fait H24 votre bac pour être constamment à ce taux d'hygrométrie-là. Là, c'est un hammam, quoi. Exactement. Vous leur faites et on ne peut pas vivre dans un hammam. Boucher les aérations pour augmenter le taux d'hygrométrie. Voilà, alors ça, c'est vraiment les méthodes à l'ancienne, hein, boucher les aérations au maximum, qui malheureusement se colportent toujours, parce qu'en fait, les mauvaises façons de faire, les mauvaises idées,
fausses bonnes idées, elles ont la vie très dure dans la terriophilie. C'est pour ça que je vous dis toujours d'être le plus ouvert d'esprit possible et observer vos animaux. C'est pas parce que élever des reptiles... C'est la base de la base. Voilà. Élever des reptiles, c'est pas faire cuire un gâteau, c'est pas faire un gâteau au chocolat. 15 grammes de farine, 20 grammes de beurre, 30 minutes au four, etc. etc. Voilà, ça marche pas comme ça. C'est des règles qui sont flexibles et qui sont liées à différents environnements. Chez moi, ça sera différent de chez vous. Si on vit à Nice, on n'a pas les mêmes conditions que si on vit à Lille. Exactement. Si on vit en Floride, c'est pas pareil que si on vit à Brest. Donc en fait, tout ça, si on a une pièce d'élevage qui est dans un sous-sol, on n'a pas les mêmes conditions que si on a une pièce d'élevage qui est en sous-pente. Donc voilà, tout ça, c'est flex. Et il faut juste trouver les bons codes, les besoins vitaux de l'animal. Vraiment, les vrais besoins de l'animal. C'est pour ça qu'on vous a déjà parlé du concept de micro-habitat qu'on avait repris avec Olivier Marquis, qui est un concept hyper important dans la terriophilie, le micro-habitat, et de donner aux animaux vraiment ce dont ils ont besoin. Et c'est pour ça de ne pas penser à vos besoins d'abord, ah, j'ai envie d'un beau truc avec des plantes et tout ça, non. Ce dont ils ont besoin, eux, et après si vous pouvez faire un truc sympa, c'est super, comme ça tout le monde est content. Donc après... on a parlé aussi de vaporiser parce qu'on parlait un peu des canicules. Là, on arrive dans la période estivale où il va y avoir. Voilà. Alors, on vous l'a. Faire très chaud. On ne l'a pas repris puisqu'on a un petit peu schématisé en disant ça s'élève comme des ciliatus, mais peut-être qu'il y en a ce soir parmi vous qui n'ont jamais eu de ciliatus. Donc, en fait, la bonne température la journée pour ces geckos, c'est entre 23 et 24 degrés. Oui. Donc, comparativement à l'idée qu'on se fait des reptiles qui doivent vivre absolument dans quelque chose de chaud, bah là, on est voilà, la Nouvelle-Calédonie. C'est des forêts qui sont fraîches, c'est des forêts qui sont bien ventilées, voilà, où en fait il fait pas hyper chaud, on dégouline pas, en tout cas pas toute l'année et pas tout le temps, et surtout pas dans leur micro-habitat. J'en reviens au même en micro-habitat. Après il y a les pertes hydriques. Voilà, les pertes, voilà, ils peuvent se déshydrater, etc. Donc c'est des animaux qui sont hyper bien entre 23 et 24 degrés. Super pratique parce que ça peut être carrément la température ambiante d'une pièce. Oui. Et la nuit, on peut descendre à 20, voire même 19 des fois. Il n'y a pas de problème. Donc, la question qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe l'été? Donc, l'été, bien sûr. C'est les vacances. Voilà. Non, pas pour toi, Dimitri. Enfin, excusez-moi. Je refuse. Je dis non. Je te dis non. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est que la température puisse baisser à un moment. Là, on vient de vous dire qu'entre 23 et 24, ils sont bien. Non, pour les vacances. Mais, et donc, à 23 et 24, ils sont bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas supporter 28 ou 29 degrés pendant un moment de la journée. Nous, dans la boutique, des fois, il fait très chaud. Oui. Et ils le supportent. Donc, on les aide, on les vaporise. Ouais, non, parce que tu es en slip, toi. Mais... te vis en slip. Mais comment les animaux, ils peuvent le supporter à partir du moment où ça redescend la nuit. Donc essayez de ventiler énormément chez vous la nuit pour faire redescendre la température. Utilisez des ventilateurs pour brasser l'air, nous on le fait aussi beaucoup. Et surtout, si vous êtes par exemple, vos Rhacodactylus ou vos geckos en règle générale sont en sous-pente, dans des pièces sous les toits où il fait très chaud, bah, ça vaut peut-être carrément le coup de les déménager pendant l'été et de les redescendre dans le salon. C'est ce que je fais, je les descends et voilà. C'est plus simple. Donc voilà, c'est dans la pièce, on va dire la plus fraîche de la maison, le salon, peut-être même un garage. Même le garage. Moi, ça arrivait certaines années. L'année dernière où il a fait très chaud, c'était au garage. Voilà, donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Tout dans le noir. Voilà. C'est tard. Ah, bravo. Je fais juste une petite aparté. Madame Philippe, bonsoir dans un premier temps. Si votre fils il a posé une question que j'ai pas vue, n'hésitez pas à me la remettre là vite fait qu'on essaie de voir ça. Ou si jamais on n'a pas le temps, ben, on l'abordera avec vous et votre fils en direct au magasin. Mais on s'excuse de ne pas avoir traité cette question. Alors quelle était la question? Est-ce qu'on peut la trouver? Bah non. Si Madame Philippe la repose pas, on la retrouvera pas parce que Madame Philippe, on est noyé. La question. On avait une question de Clément Gomis. Salut Clément, merci de nous suivre. Salut Clément. Qui nous demandait si on avait des astuces pour les Lechianus pour que le couple s'entende lors de la mise en contact entre le mâle et la femelle, vu que c'est une espèce où ils peuvent ne pas être compatibles. Effectivement. Alors est-ce qu'on a des astuces? Bah en fait, oui, il y en a. Déjà, un peu comme tous les animaux qui peuvent avoir des problèmes d'entente, ce qui est bien, c'est de ne pas faire de mise en contact directe brutale.
C'est-à-dire que si vous avez des terrariums qui peuvent être côte à côte, il y a aussi des gens qui utilisent des cages en aluminium type cage à caméléon pour élever les Licanus, ça marche très bien, et tous les autres geckos à crête, hein, par exemple Alan Repachi dans un élevage professionnel, et beaucoup d'éleveurs professionnels utilisent ce type de cage, c'est très facile à aménager et très facile à nettoyer. Donc le fait que ça soit des cages, ils vont pouvoir se sentir, ils vont avoir l'odeur de l'autre et tout ça. Et j'ai montré qu'ils vont pouvoir se parler la nuit. Exactement. Parce qu'en fait, si un animal vocalise, c'est pas pour rien. En fait, quand on émet des sons, c'est pour que quelqu'un les entende. Voilà. Et en fait, quand on émet des sons, c'est pour communiquer. On n'émet pas des sons juste pour le fun, comme Laurine. Donc en fait, s'ils sont capables de vocaliser, c'est qu'ils sont capables de s'entendre et c'est qu'ils sont capables justement de communiquer. Et de dire, là tu m'embêtes, là je suis content de te voir, là tu me fais peur, etc. Donc le fait de pouvoir les mettre proches, qu'ils puissent se sentir, qu'ils puissent se voir, mais sans pour autant être dans la même cage et au contact direct, un peu comme on le fait avec les fauves, avec certains oiseaux et tout ça. Plus, on reproduit typiquement ce qui se fait dans la nature, c'est que le mâle ou la femelle arrive sur le territoire de l'autre, et puis ils s'appellent, ils cherchent, etc. Et au bout d'un moment, ils vont se rencontrer. Donc on peut suivre le même principe. Donc après, tu peux aussi, si tu as un grand terrarium, puisque c'est des grands geckos, là pour le coup, ça vaut le coup d'avoir un terrarium de 90 par 45 par 90, enfin de leur donner vraiment de la place, même si eux ne bougent pas énormément, hein, comme c'est pas des Ouistiti, hein, ils sont pas tout le temps en train de sauter partout, mais l'avantage c'est que ça leur fait un territoire un petit peu plus grand, un peu plus de place pour pouvoir s'éviter s'ils en ont besoin, et peut-être que alors d'essayer, alors moi j'ai pas une grande expérience dans la reproduction des Licanus, hein, mais peut-être le fait de leur laisser un territoire un peu plus grand et le choix de ne pas être collés l'un à l'autre, pardon, peut aussi jouer. Et puis après, il faut tester. Et c'est vrai que c'est pas évident avec les Licanus parce que déjà c'est des animaux qui mettent très longtemps à grandir, à devenir matures, et en plus c'est des animaux qui ont voilà, le côté financier joue aussi puisque c'est des animaux qui coûtent assez cher. Donc c'est sûr que c'est pas facile d'acheter 4 ou 5 ou 6 Licanus pour essayer de tester. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi rares en captivité. Il y a toujours des facteurs. Hein. Quand un animal est rare en captivité, il y a toujours des explications dans l'élevage. Et là, c'est dans le cas des Licanus, c'est que premièrement, la maturité sexuelle est vraiment longue à atteindre, hein, c'est au moins 4 ans. Oui, 4-5 ans. 4 à 5 ans, parce que voilà, il naît, il est tout petit comme ça, et à la fin, il est vraiment comme ça. Donc ça se fait pas en 5 minutes, donc il faut attendre 4 ans. C'est presque comme un boïdé, hein, c'est comme un boïdé. Et en plus de ça, c'est des animaux qui vont pas forcément s'entendre, comme tu l'as dit, et qui coûtent entre 6, 700, voire 1000 euros parfois. Donc c'est sûr que ça fait un sacré budget si on veut s'en acheter 5 ou 6 pour faire un groupe. Mais donc c'est pour ça que ils sont pas aussi fréquents que ça en captivité. J'ajouterais juste un dernier truc. Vas-y, avec grand plaisir. Une expérience personnelle. Moi quand j'avais mon couple, en fait, je me suis rendu compte qu'ils s'entendaient bien déjà aux vocalises qu'ils faisaient, mais c'est parce qu'un jour je les ai mis ensemble juste pour une séance photo. Et donc ils se sont rencontrés en dehors de leur territoire respectif. Ça peut être aussi une bonne astuce. Voilà. Une solution, ouais. Et du coup je les ai mis l'un en face de l'autre comme ça, et en fait le mâle a commencé à faire utiliser la femelle. Voilà, et à faire des vocalises bien particulières propres justement au mâle, quand il cherche la femelle, voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça se passait super bien, ils étaient très calmes. Et de là, j'ai commencé à voir. Donc voilà, une excellente idée que Laurine vient d'emmener. Au lieu de mettre le mâle dans le terrarium de la femelle ou la femelle dans le terrarium du mâle, peut-être carrément les faire se rencontrer dans un lieu qui n'est pas le leur. Donc pas leur terrarium, un terrarium spécifique pour ça, ou même carrément en dehors du terrarium, comme Laurine l'a fait. Ou un nouveau terrarium où ils n'ont pas leurs odeurs. Et comme dans la nature, ils arrivent sur un nouveau territoire et ils vont se chercher, s'entendre ou pas. Alors, je regarde juste où on en est dans le temps. Ben là, c'est l'heure, on est bientôt. On va juste finir en fait avec la question de Damien Bresson qui nous a demandé. Donc, du coup, si on pouvait lui répondre, on va faire bref. Damien, merci de nous suivre. Qui nous demande y a-t-il une possibilité si je mets. Vas-y. Je t'en prie, vas-y,
y a-t-il une possibilité que s'il met une femelle dans le même terrain que son mâle, Styliatus, un des deux perd leur queue? Donc en gros, moi je trouvais la question intéressante dans le sens si on met des animaux ensemble, est-ce qu'il y a un risque d'autotomie? Bah forcément, oui. Parce que en fait, l'autotomie est liée à un stress, donc une agression qu'il peut ressentir, donc une agression par un autre, et le fait d'avoir un coup de stress par le fait de l'arrivée d'un autre spécimen, ça peut le faire. Et surtout aussi, comme je vous l'ai dit chez les auriculatus, là ils se mordent carrément, c'est-à-dire que même chez les Styliatus, hein, ça se passe, ils peuvent s'attraper par la queue. Et en fait, l'autre, bah, évidemment, lâche sa queue par réflexe. Et souvent, d'ailleurs, la queue est mangée par les autres individus de la cage. C'est toujours de la protéine. Rien ne se perd dans la nature. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais, carrément. Donc, pour tous ceux où on n'a pas eu le temps d'aborder leurs questions, on s'excuse. Pour tous ceux qui... Il faudra revenir le mois prochain. On a eu pas mal de demandes sur des Felzuma. On pourrait éventuellement faire une émission. On fera une émission sur les Felzuma. Ça peut être cool. On vous remercie encore beaucoup de nous suivre tous les premiers jours du mois et de nous suivre sur l'ensemble des mois. Voilà, et merci sur notre chaîne YouTube. Donc merci aux 27 000 abonnés. Merci Big up pour les 27 000 gars qui nous suivent maintenant. Putain, c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir et les commentaires sont vraiment super cool. Merci pour vos retours. On en a encore eu ce soir hein, dans le live. Donc merci à vous pour vos commentaires. C'est super cool et ça nous donne de la motivation et de la force. Exactement. J'en profite aussi pour faire un point sur les événements Reptiling. Qui arrivent à la rentrée. Ça va arriver vite. On espère qu'on n'aura pas de problématiques particulières pour pouvoir les organiser. Donc on retrouvera Lizardet le 19 et 20 septembre prochain, le Colubridé le 17 et 18 octobre et le Boïdé le 21 et 22 novembre. Et on sera tous là, donc tout l'ensemble de l'équipe Reptiling pour être avec vous. Exactement, donc je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas. Donc depuis 2012, on organise nos propres événements dans la boutique de Gazeran. Donc on a commencé avec le Colubridé qui est un week-end dédié aux couleuvres, comme son nom l'indique, où on va vous présenter un grand nombre de couleuvres, un super assortiment. On est tous ensemble, il y a des spécialistes qui sont là pour vous parler de ces animaux. Toute l'équipe qui est à votre disposition pour vous parler de ces animaux. On vous offre des boissons, on vous offre un t-shirt collector. Franchement, c'est cool. Pour le Boïdé. Cool. Le Boïdé qui est un de mes événements évidemment favoris, puisque je suis un gros fan fou furieux de Boïdé. Donc je peux vous dire qu'à chaque fois, je fais en sorte qu'il y ait un assortiment de Boïdé assez phénoménal. Et Vincent, en parlant d'assortiment de Boïdé, tu peux nous appeler dès demain pour savoir où ça en est. Voilà. Un petit message subliminal. Et le Lizard Day, bien sûr, notre nouvel événement qu'on a fait pour la première fois l'année dernière, qui était un ravissement de Laurine et un franc succès, puisqu'on avait vraiment aligné un paquet d'espèces. Donc on va refaire ça cette année, en septembre, en espérant que tout aille bien. Et juste avant qu'on fasse un petit coup de gratte, j'en profite, tous ceux qui nous ont posé, on a eu pas mal de questions sur les Python Réjus. Je vous rappelle qu'on a fait un airtoir sur le Python Réjus où toutes les questions qui ont été posées, c'est pour ça que je suis pas revenu dessus, qui ont été posées dans le direct, en fait on y répond dans cette vidéo là. Donc allez sur notre chaîne YouTube, voir toutes les vidéos qu'on propose et justement celles sur les Python Réjus. Voilà, vous tapez Airworld, Python Réjus dans le moteur de recherche de YouTube et vous allez tomber dessus. Arrive, voilà. Et sur ce, j'ai envie de te dire 1, 2, 3, 4, Airworld, Airworld,